J'ai reçu beaucoup de questions sur les cours que j'ai postés en comptabilité. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette liste de cours pour clarifier davantage quelques notions. Ou bien, ce qui serait mieux de faire pour tout le monde, c'est de commencer une nouvelle liste de cours expliquant les bases de A à Z, tout en gardant à l'esprit les différentes questions qui m'ont été posées dans les commentaires et auxquelles je ne peux pas répondre individuellement, mais je vais le faire au travers ces différents cours que je posterai progressivement sur cette chaîne. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimeriez bien suivre ces cours, je vous invite à le faire et à activer également la cloche pour recevoir des notifications. La première chose à savoir et à comprendre, c'est cette notion de société, ou bien une entreprise. Pas au sens pratique du terme, mais au sens juridique. Qu'est-ce que ça représente en fait, cette société aux yeux de la loi? Vous avez d'une part la société et d'autre part, vous avez les associés. Les associés, c'est simplement les individus, les personnes qui se sont associés pour créer cette société, en apportant un capital de départ pour le démarrage de cette société. Donc, cette distinction entre associé et société est très importante. Et souvent, on n'arrive pas à comprendre les choses parce que cette distinction n'est pas tout à fait claire. On va dire par exemple que dans les associés, il y a deux personnes, on va mettre ces deux individus-là, et la société, on va la représenter par ce dessin. La distinction principale à faire entre les associés et la société, il y a ce qu'on appelle la séparation des patrimoines. Avec des mots simples, ce que possèdent en fait ces individus, ces associés, est tout à fait séparé de ce que possède la société. C'est-à-dire les biens personnels de ces personnes-là, leur voiture, leur maison, leur argent, etc., n'a aucun rapport à ce que possède la société. Ce que possède la société, c'est tout ce qui est mis à sa disposition, son capital, ses dettes, tout ce qui est acheté avec cet argent fait partie du patrimoine de l'entreprise, de la société. Eh bien, ces associés, en créant cette société, ils vont mettre à sa disposition un capital. Et ce capital, une fois inscrit au bilan de cette société, les associés n'ont plus droit à cet argent à titre personnel. Désolé pour cette image, on dirait des fantômes, mais c'est des individus normaux. Bien, si vous avez capté cette distinction entre associés et société, on va passer à autre chose. Un bilan d'entreprise s'établit de cette manière. Vous avez toujours l'actif à gauche et le passif à droite. Alors logiquement, pour qu'une société existe, elle doit être financée par des ressources de quelqu'un d'autre, puisqu'on a dit que la société est séparée des associés, donc cette société ne peut naître et exister que par des ressources de quelqu'un d'autre. La ressource principale qui fait naître la société, c'est le capital. Au passif du bilan, on va trouver toutes les ressources dont dispose l'entreprise. Et donc la première ressource qui fait naître cette société, c'est son capital. Et ce capital, ça vient des associés. Et c'est quelque chose d'obligatoire. Si vous voulez créer une société, la loi exige pour chaque type de société d'apporter une somme de départ qui s'appelle le capital. Et ce capital va être réservé spécialement pour le démarrage de la société. Et à côté de ce capital, quand la société a besoin de plus de ressources financières, alors dans ce cas, elle emprunte de l'argent. C'est tout ce qui va constituer les dettes de l'entreprise. Donc, globalement, au passif du bilan, on ne peut trouver que ces deux catégories principales. Vous avez le capital et vous avez les dettes. Le capital, ça vient des propriétaires de cette société et les dettes, ça vient des autres personnes qui ne sont pas propriétaires de la société. Quand je dis des personnes, ça peut être des personnes morales ou bien physiques. Des personnes morales, c'est par exemple les banques, l'État, les institutions, les associations, etc. Et personnes physiques, c'est des individus normaux, comme vous et moi. Et donc, avec ces ressources financières, tout ce que va faire l'entreprise avec ces ressources, avec cet argent-là, va apparaître à l'actif. Quand par exemple l'achat d'un garage, d'une machine, dépôt d'une somme à la banque, etc. Et donc c'est ça l'idée générale que vous devez capter d'un bilan comptable. Au passif, vous avez les ressources dont dispose l'entreprise et à l'actif, vous avez leur emploi, c'est-à-dire ce qu'on fait avec ces ressources financières. Et donc forcément, on devrait avoir toujours une égalité entre passif et actif.
parce que l'actif n'est rien d'autre que l'utilisation de la valeur qu'on a notée au passif. Et donc là, j'ai une petite question basique. Quand est-ce qu'en fait ces ressources financières se réduisent du passif? C'est-à-dire quand on diminue en fait ces ressources financières. La réponse, ce n'est pas quand on achète quelque chose avec, mais c'est uniquement quand on rembourse ces ressources financières aux différents créanciers. Entre parenthèses, un créancier, c'est celui à qui on doit de l'argent. Et donc je reviens à ma question. C'est par exemple, j'ai 1000 euros ici dans les ressources. Et qu'avec ce 1000 euros, j'achète une machine. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'à l'actif, je note simplement ce que je fais avec 1000 euros. Et quand est-ce qu'on réduit ce 1000 euros du passif? C'est au moment où on va le rendre au créancier. À la banque, par exemple, si c'était un emprunt bancaire. Mais tant que la société dispose de ce 1000 euros, que ce soit sous forme liquide ou bien sous forme d'un bien quelconque, eh bien, on doit garder ce 1000 euros au passif parce que ça justifie ce qu'on fait avec à l'actif. Alors, une deuxième question que vous pouvez peut-être me demander à ce sujet-là est la suivante. Quand on va rembourser ce 1000 euros va disparaître de notre passif, mais on garde toujours en fait l'équivalence de ce 1000 euros ici sous forme machine? Eh bien, c'est une question très importante. Et la réponse à cette question est simple, c'est que quand on va faire disparaître ce 1000 euros du passif, on va le réduire parce qu'on a remboursé 1000 euros à la banque, par exemple. Eh bien, ce remboursement, ça vient pas de nulle part, ça vient aussi de notre compte bancaire quelque part d'ici. Donc, notre banque aussi va se réduire de la même somme quelque part ici à l'actif. Ce qui fait que la valeur qu'on aura ici au passif est la même que ce qu'on aura ici à l'actif. Ce qui fera des lunettes bien équilibrées à notre société. On va voir davantage cette logique en fait entre ressources et emploi avec quelques exercices que je vais vous poster bientôt. Je continue ma liste de cours en comptabilité. Celui-ci c'est le deuxième cours. On a vu rapidement la composition en fait de notre bilan. Le bilan comptable se compose de deux colonnes. Vous avez le passif, ça regroupe les ressources dont dispose l'entreprise. Et vous avez une autre colonne appelée actif, à gauche. Et dans cette colonne, on a tous les emplois, toute l'utilisation qu'on fait avec ces ressources. J'espère que cela, vous l'avez capté. Si c'est le cas, alors on va devoir continuer. Je remets cette séparation entre actif-passif, c'est important. Alors, je vais vous donner quelques situations pratiques pour s'habituer un petit peu avec cette séparation entre passif-actif, ressources, emploi. On va supposer par exemple qu'on a une entreprise créée avec un capital de 20 000 euros. Ce capital, dans un premier temps, en fait, avant que l'entreprise démarre, avant même que l'activité de l'entreprise commence, ce capital va être déposé en fait sur un compte bancaire ouvert au nom de la société. Pourquoi on ouvre un compte bancaire au nom de la société? Parce que, comme je vous avais expliqué, la société, c'est une personne morale indépendante de ceux qui créent la société. Donc, la première opération qu'on inscrit au bilan, c'est celle-là. Vous avez au passif une ressource financière qui est le capital, qui vient des associés, et même le fait de le déposer à la banque, en fait, on va l'inscrire à l'actif, parce qu'on devrait avoir une trace de cet argent. Et ça fait partie de ce qu'on fait avec ces ressources. On les dépose simplement à la banque. La société a à disposition 20 000 euros, et tout ce que la société va faire avec ces 20 000 euros doit apparaître à l'actif. Les 20 000 euros sont déposés à la banque. Pourquoi je précise cela? Parce que pas mal d'erreurs viennent de ce côté-là, le fait de ne pas comprendre ce principe. Comme par exemple le fait d'acheter quelque chose avec ces 20 000 euros, au lieu de réduire la banque, en fait, l'élève va réduire le capital. Et cette erreur vient du fait que ce principe aussi simple que celui-là n'est pas encore très bien saisi. C'est-à-dire qu'au passif, on a les ressources financières et à l'actif, on affiche tout ce qu'on fait avec les ressources financières. Si vous voulez, le passif, comme son nom l'indique, c'est passif, c'est-à-dire ça ne bouge pas. Et l'actif, ça enregistre toute l'activité de l'entreprise. C'est là où on a des mouvements de cet argent-là. Les seuls moments où on va toucher à cet argent-là qui est au passif, c'est quand on va rembourser une dette ou bien une nouvelle dette rentre à notre passif. Après, tout ce qu'on fait avec les ressources au passif doit apparaître ici. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, cette société achète du mobilier.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter la valeur du mobilier à l'actif. On va dire que la société a acheté ce mobilier à 2000 euros. Donc, on ajoute à l'actif notre mobilier. D'où vient la ressource qui paye, qui finance ce mobilier? Et là, on ne va pas avoir qu'une seule réponse possible. On peut, par exemple, acheter ce mobilier à crédit. Et dans ce cas, on va avoir une dette envers celui qui nous a prêté cet argent-là pour acheter ce mobilier. Ce qui constituera pour la société une nouvelle ressource qui s'ajoute au passif. Et dans ce cas, vous avez remarqué qu'on a toujours le total passif égale total actif. Une autre possibilité pour la société, c'est de financer par exemple cet achat-là avec l'argent qu'elle a ici en banque. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que ces 20 000 euros ne resteront plus 20 000 euros, puisque la banque va financer ce mobilier, eh bien, ça va se réduire de la valeur de ce mobilier. C'est-à-dire, ce qui restera en banque, c'est juste 18 000 euros. Vous avez 20 000 moins 2 000, ça fait 18 000. Et dans ce cas aussi, vous avez toujours total passif égale total actif. Et ça, c'est logique parce qu'on inscrit les opérations en partie double. C'est-à-dire, tout ce qu'on va avoir ici à notre actif doit être justifié par une ressource quelque part. Et s'il n'y a pas de nouvelles ressources alors qu'on a acheté des choses, alors les mouvements, ça se passe entre les comptes ici de l'actif. Et vous voyez bien que ces 20 000 euros, en fait, justifient ce qu'on a à l'actif. C'est-à-dire, la valeur de ce capital est décomposée en mobilier et sur ce qu'on a en compte bancaire. Je vais ajouter une autre opération pour que ce soit encore plus clair. On va supposer par exemple que la société achète une camionnette. Une camionnette en comptabilité, ça rentre dans ce qu'on appelle matériel roulant. On va supposer que la valeur de cette camionnette est de 15 000 euros. Donc, la société reçoit cette camionnette d'une valeur de 15 000 euros. Ce 15 000 euros doit s'afficher au niveau actif du bilan. Ça constitue le patrimoine de l'entreprise. Mais en même temps, on doit inscrire d'où vient cette valeur de 15 000 euros. Si on suppose par exemple que cette camionnette est financée de deux manières différentes. 5 000 euros à crédit et 10 000 euros par la banque. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on doit ajouter cette nouvelle ressource qui est 5 000 euros. On va l'ajouter comme dette au passif et en même temps, on va réduire la banque de 10 000 euros puisqu'on paye 10 000 euros par la banque. Et donc, au niveau de la banque, ce qui restera, c'est simplement 8 000 euros. Donc, cette partie-là, hop, c'est parti. Et si vous calculez le total passif, total actif, vous devez normalement trouver la même chose. Là, on a 25 000. Et là aussi, si vous faites le total de 1000 plus 15 000 plus 8 000, ça fait 25 000. Et ce qui est important ici, c'est de toujours avoir en tête qu'il faut avoir l'équilibre entre les ressources et les emplois. Si j'enregistre ici une nouvelle valeur de 15 000 euros, je dois me dire d'où vient cette valeur. 5 000 euros à crédit et 10 000 euros, ça vient de la banque, donc je réduis ici 10 000 euros. Ce qui fera que toujours on aura ici la même chose à l'actif et au passif. Là, une question importante qui se pose, c'est de se dire par exemple, ce 15 000 euros, c'est la valeur de ma camionnette aujourd'hui. Car j'ai acheté une camionnette toute neuve qui vaut sur le marché 15 000 euros. Alors dans ce cas, je peux me poser la question, cette valeur de 15 000 euros ne reste pas toujours la même d'année en année. Parce que la camionnette va être utilisée et donc il y aurait une perte de valeur au fur et à mesure de l'usage de la camionnette. Et tout ça, c'est prévu en comptabilité et je vais vous en parler davantage plus tard. En fait, pour réduire cette valeur de la camionnette d'année en année à cause de l'usage du bien, on utilise en comptabilité ce qu'on appelle les amortissements. Mais cela fera l'objet de plusieurs vidéos plus tard. Aujourd'hui, on va voir un petit peu comment ça structure le bilan. Je vais d'abord nettoyer tout ça. À l'actif, on peut avoir deux grandes catégories. Vous avez l'actif immobilisé et l'actif circulant. L'actif immobilisé, comme son nom l'indique, c'est tout ce qui est immobilisé dans l'entreprise, c'est-à-dire quelque chose qui reste pour plusieurs années dans la société. Et l'actif circulant, c'est quelque chose qui circule dans l'entreprise pour générer des profits. Et au passif, on peut avoir deux grandes catégories. Vous avez le capital et vous avez les dettes de l'entreprise. Et dans les dettes, on peut distinguer entre dettes à long terme et dettes à court terme.
terme. Et ce qui fait la distinction entre ces deux dettes, c'est la durée de remboursement. Si cette durée dépasse une année, alors on est dans les dettes à long terme, ou bien à plus d'un an. Au contraire, si cette dette doit se rembourser dans l'année, alors on est dans le court terme. En fait, on démarre une entreprise avec un capital. Et ce capital est exigé par la loi, c'est une obligation. Chaque entreprise doit commencer avec une certaine somme d'argent appelée capital. Ce capital est destiné d'abord à financer cette partie-là. Et cette partie-là, en fait, c'est l'installation du projet de la société. En fait, dans l'actif immobilisé, on va installer tout ce qui permettra d'engager un cycle d'exploitation. Le cycle d'exploitation, c'est ce qui permettra de dégager des bénéfices. Et les bénéfices dégagés par ce cycle d'exploitation devront être ajoutés au capital ici. Un bénéfice, c'est la rémunération du capital, ou bien du propriétaire du capital. Celui qui crée une entreprise avec un capital, il n'attend pas d'être rémunéré par un salaire, mais il attend des bénéfices de son projet. Et puis vous avez les dettes à long terme. La nature de ces dettes est très importante pour financer tout ce qui est actif immobilisé. Et les dettes à long terme avec le capital forment ce qu'on appelle les capitaux permanents. Pourquoi on appelle le capital et dette à long terme capitaux permanents? Comme vous le savez, un exercice comptable, ça dure un an. Ça commence par exemple au 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Au 1er janvier, on va avoir notre bilan initial et durant toute l'année, on va comptabiliser les différentes opérations effectuées dans les différents documents, le livre journal, le grand livre, etc. Et à la fin de l'année, en fait, on va clôturer tous les comptes utilisés pour établir un bilan final. C'est pour ça cette notion de capitaux permanents est très intéressante parce que l'entreprise est sûre que durant cette année-là, il n'y aura pas de remboursement de cette dette. Et donc, comme si cet argent-là est permanent dans l'entreprise. En tout cas, on est sûr que durant l'exercice comptable, on ne va pas rembourser cette dette. Pour bien maîtriser cette structure, je vais vous donner plusieurs éléments et essayer de voir dans quelle catégorie vous allez les placer dans le bilan. Un apport personnel. Et si vous voulez participer à cet exercice, vous n'avez qu'à mettre à l'arrêt à chaque fois la vidéo pour réfléchir à une réponse adéquate. Et n'hésitez pas au final de partager combien de bonnes réponses vous avez eues à la fin de cet exercice. Là, bien sûr, on parle de l'apport personnel de celui qui va créer la société, ou bien de ceux qui vont s'associer pour créer la société. Et donc, l'apport personnel se classe dans les capitaux propres. Stock de matières premières. Tout d'abord, il faut préciser est-ce qu'on est dans l'actif ou bien du passif. Capitaux permanents, ça ne peut pas être capitaux permanents, ça ne peut pas être également une dette, donc on est à l'actif. Maintenant, il faut savoir est-ce qu'on va classer les matières premières dans l'actif immobilisé ou bien dans l'actif circulant. Et pour savoir ça, il faut se demander à quoi ça sert en fait les matières premières dans l'entreprise. Est-ce que les matières premières sont destinées à rester dans l'entreprise, dans l'actif immobilisé? La réponse, bien sûr, c'est non, parce que les matières premières sont destinées à être utilisées pour fabriquer un produit final. Donc, ça circule dans l'entreprise. On est dans l'actif circulant et pas dans l'actif immobilisé. Dépôt en caisse. Dans ce cas, on ne peut pas être au passif parce qu'on parle de ce qu'on fait avec l'argent. Et on ne peut pas être à l'actif immobilisé parce que l'argent déposé à la caisse n'est pas destiné à rester à la caisse tout le temps. Donc ça circule, on est dans l'actif circulant. Emprunt auprès de Fortis. Là, on parle d'une dette, donc on est au passif. Alors, est-ce qu'on parle de capitaux permanents? Eh bien non, parce que c'est un emprunt, donc ça vient de quelqu'un d'autre extérieur de l'entreprise. Maintenant, est-ce qu'on est dans la dette à long terme ou bien la dette à court terme? Bien sûr, on ne peut pas le savoir à partir de cette information. Il faut préciser en fait la durée de remboursement de cette dette, de cet emprunt. Donc là, on est dans les dettes en général. Ça peut être ici, ça peut être ici. Matériel industriel. Dans ce cas, on ne peut pas être au passif.
on doit être à l'actif. Alors, est-ce qu'il s'agit de l'actif immobilisé ou bien de l'actif circulant? Le matériel industriel est forcément acheté pour rester dans l'entreprise pour plusieurs années. Donc, on est dans l'actif immobilisé. Mobilier. Alors, celui-là, c'est facile. On achète du mobilier dans l'entreprise pour que ça sert pendant plusieurs années. Donc, ici, on parle d'un actif immobilisé. Caisse enregistreuse. Là aussi, on ne peut pas être au passif parce qu'il ne s'agit pas d'une ressource financière, mais un emploi. Maintenant, est-ce qu'on va classer ça dans l'actif immobilisé ou bien dans l'actif circulant? Pour le savoir, il faut se poser la question, est-ce que cette caisse enregistreuse est achetée pour être utilisée pendant plusieurs années ou bien pour être vendue par exemple? La réponse bien sûr, c'est que cette caisse enregistreuse reste pendant plusieurs années dans l'entreprise. On est dans l'actif immobilisé. Une camionnette pour les livraisons. Là pareil, il s'agit d'un achat d'une camionnette, on ne peut pas être au passif. Maintenant, il faut savoir juste, est-ce qu'on est à l'actif immobilisé ou bien à l'actif circulant? Là, c'est clair qu'on est à l'actif immobilisé parce que la camionnette va être utilisée plusieurs années. Solde sur compte à vue ING. Là, on parle de l'argent sur un compte bancaire. L'argent sur un compte bancaire, ça circule, donc on est à l'actif circulant. Fournisseur X, échéance à 30 jours. Quand on parle de fournisseur en comptabilité, c'est une dette envers un fournisseur. C'est parce qu'on a acheté des marchandises à un fournisseur et on doit le payer dans les 30 jours dans ce cas. Donc il s'agit bien d'une dette pour l'entreprise, on doit se retrouver ici au passif. Maintenant, est-ce qu'il s'agit de capitaux propres? Bien sûr que non, car le fournisseur n'est pas propriétaire de l'entreprise. Est-ce qu'on parle ici d'une dette à plus d'un an ou bien à un an au plus? Là, c'est dette à long terme et là, c'est dette à court terme. Bien sûr, 30 jours, ça fait moins d'un an, donc on se classe dans les dettes à court terme. Dette des clients à un mois. Dans ce cas, il faut faire attention aux termes utilisés. Vous avez dette des clients, c'est-à-dire que ce n'est pas la dette de l'entreprise, mais c'est la dette des clients. Pour l'entreprise, il s'agit de créances. Donc, on n'est pas au passif dans ce cas, mais on est à l'actif. Et plus précisément à l'actif circulant, puisqu'on parle ici d'un mois. D'une manière générale, si vous avez deux personnes, la première personne, en fait, doit quelque chose à la deuxième personne. Alors, dans ce cas, la première personne s'appelle débiteur et la deuxième personne s'appelle créancier. La première personne a une dette envers la deuxième et la deuxième personne a une créance vis-à-vis de la première. Quand l'entreprise a une dette, on est ici. Quand l'entreprise a une créance, on est ici. Salaire à payer. Là, je vais vous donner une information très importante. Tout ce qui se finit par à payer représente une dette pour l'entreprise. Donc, on se situe au passif. Maintenant, est-ce qu'on est dans les dettes à long terme ou bien à court terme? Bien sûr, les salaires devraient être payés chaque mois. Donc, on est dans le court terme dans ce cas. Je vais ajouter un dernier élément. Vous avez stock de marchandises. Dans ce cas, certainement, on n'est pas au passif, mais à l'actif. Est-ce qu'on va se placer dans l'actif immobilisé ou bien dans l'actif circulant? Puisque les marchandises sont destinées à la vente, donc ça circule, on est dans l'actif circulant. Voilà pour ce petit exercice. Je ne sais pas combien de bonnes réponses vous avez eues. Merci de partager cela dans les commentaires. Maintenant, il reste quelque chose d'important à vous expliquer. C'est le lien entre le bilan et le compte de résultat. L'une des questions les plus souvent posées et qui pose un sérieux problème pour avancer en comptabilité, c'est comment distinguer d'une manière claire entre un bilan comptable et un compte de résultat. Dans ce cours, je vais vous expliquer exactement ce qui fait la différence entre un bilan et un compte de résultat. Cette distinction n'est pas toujours évidente, mais si vous avez une image claire de ce que représente chaque élément dans le bilan et chaque élément dans le compte de résultat, ça deviendrait très facile de distinguer entre bilan et compte de résultat. Un bilan comptable est composé de comptes passifs et de comptes actifs. Et un compte de résultat est composé de charges et produits. Avant de vous expliquer ce que ça veut dire une charge et un produit,
Je vais vous donner une image globale pour distinguer entre le bilan et le compte de résultat. Comme je vous avais expliqué auparavant, le passif représente les ressources dont dispose l'entreprise et l'actif représente leur emploi. Alors peut-être que ça va vous étonner parce que vous ne trouverez ça nulle part. Les produits également représentent des ressources et les charges, c'est des emplois. Maintenant, il faut comprendre pourquoi ces emplois-là sont différents de ces emplois. Et pourquoi ces ressources-là sont différentes de ces ressources-là? Les ressources du passif, c'est l'argent qui vient du capital et des dettes. Et les ressources des produits, ça vient principalement des ventes ou bien ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. Donc tout ça, en fait, ça constitue pour l'entreprise des ressources qu'elle peut mobiliser pour générer encore davantage de ressources. Alors maintenant, on va venir aux emplois. Qu'est-ce qu'on entend par emploi? L'emploi, en fait, c'est les différentes utilisations de ces ressources financières par l'entreprise. L'entreprise va acheter par exemple des machines, des camionnettes, des voitures, du mobilier, des matières premières, des marchandises, paiement des factures de loyer, de gaz, d'électricité, etc. Donc toutes ces ressources-là vont être utilisées d'une manière ou d'une autre et cette utilisation doit apparaître ici. La différence qu'il faut faire, c'est que la valeur en fait des emplois qu'on a à l'actif reste dans l'entreprise. Ça constitue le patrimoine de l'entreprise. Si on achète une machine par exemple, la valeur de cette machine reste toujours à disposition de l'entreprise. Et les charges en fait, c'est les différents achats, les différents emplois des ressources dont la valeur disparaît et ne revient pas à l'entreprise. Par exemple, si l'entreprise paye l'électricité, cette électricité en fait est déjà consommée, on ne peut pas garder une valeur de cette consommation, de cet achat-là. Le paiement des loyers, par exemple, c'est une charge parce que la valeur de ce que vous payez ne reste pas dans l'entreprise. L'amortissement, par exemple, des biens, c'est une charge parce que c'est une perte de valeur. Si par exemple l'entreprise achète des marchandises qu'elle vende sur le marché, l'entreprise ne garde pas ces marchandises dans son stock, donc cette valeur-là disparaît. Dans ce cas, c'est des charges. Si jamais par exemple l'entreprise achète des marchandises et qu'elle vende uniquement la moitié, eh bien la moitié des marchandises vont rester à l'actif comme stock de marchandises. Et donc le but de l'entreprise, c'est de récupérer en fait cette valeur qui disparaît avec les produits. C'est-à-dire que l'entreprise doit générer plus de ressources avec les ventes pour récupérer la valeur qui disparaît de l'entreprise. Et ce qui reste une fois cette valeur récupérée par les produits, ça s'appelle le bénéfice. Et le but de chaque entreprise en termes financiers, c'est que tout ce qui rentre à l'entreprise doit être supérieur à ce qui sort de l'entreprise en termes de valeur. Allez, on va nettoyer tout ça et on va faire quelques exercices. Je vais vous donner plusieurs exemples et le but est de savoir dans quelle case on va mettre chaque exemple. C'est-à-dire, est-ce que c'est un actif, un passif, charge, produit? Matériel d'entretien. Alors là, il s'agit de l'achat du matériel d'entretien. Donc, on n'est pas au passif, on est à l'actif ou bien dans les charges. Quand l'entreprise achète un matériel d'entretien, ce matériel d'entretien reste dans l'entreprise. C'est-à-dire que sa valeur ne disparaît pas. On est donc à l'actif. Un emprunt. Un emprunt, c'est une dette, donc on est au passif du bilan. Vêtements au magasin. Là, il s'agit bien de l'actif parce que les vêtements ou bien la valeur de ces vêtements reste dans l'entreprise. Mais si l'entreprise achète des vêtements pour les vendre, on devrait inscrire ces achats dans les charges ici. Car ces achats sont destinés à être vendus et donc leur valeur va disparaître pour constituer un produit. Mais à la fin de l'année, on va adapter ces charges à uniquement ce qui a été vendu de ces vêtements achetés. Et ce qui n'est pas vendu va joindre le stock de marchandises à l'actif, car sa valeur reste toujours dans l'entreprise. Présentoir et étagère. Là, c'est clair, on parle d'un actif parce que la valeur de ces présentoirs et étagères va rester dans l'entreprise. Salaire à payer. Là aussi, c'est clair, on parle d'une dette à payer. En fait, on est au passif du bilan. Mais ces salaires, ça constitue également des charges pour l'entreprise. Créance commerciale. Là aussi, il s'agit de l'argent de l'entreprise, mais qui n'est pas encore réglé par les clients. Donc, c'est une valeur qui appartient à l'entreprise qui devrait figurer à l'actif.
Stock de marchandises. Alors là, on parle d'un stock de marchandises, c'est-à-dire une valeur qui reste dans l'entreprise. Donc, on devrait voir ça à l'actif du bilan. Mais quand on achète des marchandises, on inscrit ces marchandises comme charge parce qu'ils sont destinés à disparaître et à être vendus aux clients. Mais à la fin de l'année, en fait, l'entreprise va faire l'inventaire des marchandises qui restent en stock pour les intégrer dans cette valeur-là de l'actif. Et donc ne comptabilisera ici comme charge uniquement les marchandises vendues, leur coût d'achat. Dette financière, là c'est clair, on parle de dette, donc on est au passif du bilan. Impôts. Les impôts, ça représente pour l'entreprise une dette envers l'État. Donc on doit figurer ça ou bien inscrire ça au passif. Vente de marchandises. Dans ce cas, on parle d'un produit. Les ventes de marchandises, ça constitue pour l'entreprise le chiffre d'affaires. Facture d'électricité. Justement, par rapport à l'électricité, j'ai reçu un commentaire me disant pourquoi on inscrit ça dans les charges et non pas dans l'actif. Et c'est l'occasion de répondre à cette question. En fait, on ne peut pas inscrire l'électricité à l'actif car la valeur de cette électricité disparaît avec la consommation. Et ce qu'on inscrit ici à l'actif, c'est une valeur du patrimoine de l'entreprise. C'est tout ce qui reste, c'est tout ce qui garde une valeur dans l'entreprise. Et donc cette électricité devrait figurer aux charges parce que ça doit être récupéré par les produits. J'espère que cela répond à cette question. Paiement de loyer. Là également, on est dans les charges. Je dois préciser également une chose importante par rapport à ces charges de loyer. En fait, on doit les figurer également au passif tant que ce n'est pas encore payé parce que ça reste une dette envers le propriétaire de l'appartement par exemple. Et cette remarque est valable pour toutes les charges en fait parce qu'une charge, ça génère une dette en même temps au passif du bilan. Il faut savoir aussi que cette dette, une fois réglée, ça disparaît du passif du bilan. Mais une charge, c'est une valeur perdue pour toujours. Donc, ça reste toujours ici. Jusqu'à la fin de l'année, on va faire produit moins charge pour calculer notre bénéfice. Voilà pour ces notions, j'espère que vous captez l'image globale de la distinction entre bilan et compte de résultat. Et je pense que c'est important d'avoir une image globale de ce que représentent les choses avant d'aller étudier et comprendre les détails de la matière. Avant de vous montrer comment ça fonctionne, l'enregistrement des opérations avec le schéma en T, en partie double, une partie débit et une partie crédit, j'aimerais bien d'abord que vous maîtrisez les mouvements que ça produit chaque opération sur notre bilan et le compte de résultat, directement et sans passer par les comptes en T. Si vous aimez bien ces cours et cette façon originale de vous présenter la matière d'une autre façon que ce que vous avez dans les manuels ou bien dans les cours habituels, alors n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Avant cela, je vous rappelle rapidement en fait ce que représente passif, actif, produit, charge. Au passif, on a les ressources financières, le capital plus les dettes. À l'actif, on a l'emploi de ces ressources. Et les charges, c'est également des emplois, mais c'est des emplois dont la valeur est perdue pour toujours. Et à l'actif, c'est des emplois en fait dont la valeur reste dans l'entreprise. Ça constitue en fait son patrimoine. Et les produits, c'est des ressources également pour l'entreprise. Et le but de l'entreprise, bien évidemment, c'est de dégager plus de ressources avec les ventes pour couvrir toutes les charges, toutes les dépenses dont la valeur est perdue pour toujours. Maintenant, je vais vous donner quelques opérations commerciales pour voir quel effet chaque opération peut produire sur notre bilan et notre compte de résultat. Premier exemple, achat du mobilier, étagères, comptoirs, etc. Si vous voulez participer à cet exercice, c'est important, vous mettez à l'arrêt la vidéo et essayez de voir ce que ça produirait comme effet sur le bilan et le compte de résultat. Avant que je vous donne ma réponse, comme ça vous pouvez comparer. Alors, l'achat du mobilier, on est dans les emplois et plus précisément à l'actif immobilisé, au niveau mobilier. Donc, les emplois augmentent, mais il y a aussi autre chose qui va augmenter pour respecter l'égalité entre tout ce qu'on a ici dans ces deux colonnes et tout ce qu'on aura ici dans ces deux colonnes. Ce qui augmentera à la suite de l'achat du mobilier, en fait, c'est la dette fournisseur, car on va recevoir une facture du fournisseur pour l'achat du mobilier.
Et là, je dois bien préciser que on a deux opérations séparées. Il y a d'abord l'achat du mobilier, et il y a le paiement de cet achat. Et le paiement, ça intervient après avoir reçu la facture. On reçoit la facture de l'achat du mobilier, on enregistre à la suite de ça ces deux mouvements. Vous avez le mobilier qui va augmenter à l'actif et vous avez la dette fournisseur qui va augmenter au passif. Une fois qu'on paye cette dette, à ce moment-là, la dette fournisseur diminuera et la banque également puisqu'on paierait avec la banque. Bien, on va voir d'autres opérations comme ça, vous allez vous habituer avec ces mouvements. Achat de marchandises. Alors là, je dois préciser qu'il y a une erreur très fréquente par rapport à la comptabilisation de l'achat de marchandises. Souvent, on inscrit l'achat de marchandises à l'actif ici parce que au niveau actif, il y a marchandises. Mais ça, il ne faut pas le faire, c'est une erreur. L'achat de marchandises, en fait, ça constitue une charge pour l'entreprise. Donc, on va augmenter les charges ici. Mais en même temps, le fournisseur, en fait, il va nous envoyer une facture à la suite de cet achat. Donc, la dette fournisseur augmentera également ici. Vous voyez bien qu'on a l'équivalence de ce qu'on augmente ce côté-là et ce qu'on augmente ce côté-là. Il faut toujours garder à l'esprit cette équivalence entre les mouvements inscrits d'une part au passif et au produit et les mouvements inscrits à l'actif et aux charges de l'autre côté. Et ça à la suite de chaque opération enregistrée. Imaginez maintenant que vous avez cette deuxième opération paiement de ces marchandises. Ce qui va se passer à la suite de cette opération, c'est que cette dette fournisseur va diminuer. Donc on va avoir une diminution de la dette fournisseur. Et en même temps, ce qui va se passer, c'est que la banque va diminuer de la même somme puisqu'on va régler la facture avec la banque. Par virement bancaire, par exemple. Un client règle une facture. Alors là, l'enregistrement de cette opération, ça va se passer uniquement à l'actif. Car à l'actif, on a déjà les créances clients, ça représente les factures non payées. Mais une fois ces factures payées, comme c'est le cas ici, eh bien l'argent va de la créance client vers notre banque. Donc le mouvement qui va être généré par cette opération, c'est que les créances vont diminuer, mais en même temps, la banque va augmenter. Et donc, c'est comme si on n'a rien fait, c'est juste on a changé l'emplacement de l'argent. Il était au départ dans les créances et on l'a transféré vers la banque. On va prendre cette opération vente de marchandises. Alors, les ventes, c'est une ressource pour l'entreprise. On est dans les produits. Donc, on va recevoir l'argent de la vente et ça va constituer pour l'entreprise une nouvelle ressource. Mais en même temps, on doit réfléchir à équilibrer en fait l'autre côté ici, à l'actif et aux charges. À ce moment-là, qu'est-ce qui va équilibrer en fait cette augmentation de ressources au produit? Eh bien, il faut se poser la question. À qui on va vendre les marchandises? On va les vendre au client. Donc, on va lui envoyer une facture qui va constater une créance envers nous. Et donc, on va avoir une augmentation des créances clients ici à l'actif. Vous voyez que maintenant, ce côté-là et ce côté-là est équilibré. Si par exemple mon client qui vient d'acheter ses marchandises effectue un paiement par virement bancaire. Mais avec le paiement, ce qui va se passer, c'est que les créances clients vont diminuer. Et en même temps, la banque va augmenter, puisqu'on va recevoir ce paiement sur notre compte bancaire. Dans ce cas aussi, il ne faut pas faire l'erreur d'aller toucher en fait ce qu'on a enregistré au produit. Un produit est réalisé pour toujours. Donc on a reçu l'argent de la vente et cet argent-là, on ne va pas le faire retourner à qui que ce soit. Le paiement d'un client, ça s'effectue uniquement dans cet endroit-là. Je vais refaire ça proprement. À la suite du paiement du client, ce qu'on a, c'est les créances clients qui diminuent et on a la banque qui augmente. On va prendre cette opération. Nous recevons la facture d'électricité. Alors là aussi, il faut faire attention. Ici, on reçoit la facture d'électricité et il faut distinguer entre le fait de recevoir la facture d'électricité et le fait de payer la facture d'électricité. La réception de la facture d'électricité va constater une augmentation de charges. On va augmenter nos charges ici. Mais aussi, on va augmenter la dette fournisseur ici, puisqu'on reçoit cette facture du fournisseur. Et au moment où on va payer cette facture, en fait, cette dette va diminuer.
et la banque va diminuer aussi, puisqu'on va payer par la banque. Il faut bien saisir ces deux mouvements différents, le fait de recevoir une facture qui va constater l'augmentation de charges et l'augmentation de dette, et le fait de payer la facture qui va diminuer la dette au passif et diminuer l'argent en banque à l'actif. Si par exemple vous avez ici, au lieu de recevoir la facture, vous avez paiement de la facture d'électricité. Donc là, quand on paye une facture, ce qu'on fait en fait, c'est que on réduit notre dette. Parce que toute facture, c'est une dette. Donc on a une dette qui diminue, et puisqu'on paye par la banque va diminuer aussi. Et donc avec ça, vous avez l'égalité entre ce qu'on fait ici et ce qu'on fait dans l'autre côté ici. Vous voyez, il faut garder cette image globale des choses avant d'aller étudier en fait ou bien enregistrer les opérations dans les schémas en T. Parce que de cette manière, vous allez mieux comprendre le reste. Je vais prendre cette opération. On effectue un emprunt à la banque sur une durée de 5 ans. Alors là, la précision de la durée est importante parce qu'on va enregistrer cette dette dans les dettes à long terme, dans les dettes à plus d'un an. Donc, on va avoir ici l'augmentation des dettes au passif et en même temps, cet argent-là, on va le recevoir sur notre compte bancaire. Donc, on va avoir l'augmentation de notre compte bancaire à l'actif. Allez, je vais prendre cette opération atypique, prêt à un ouvrier. Imaginez que l'entreprise donne un prêt à un ouvrier. Dans ce cas, comment on peut enregistrer cette opération? Pour l'ouvrier, c'est une dette, mais pour nous, c'est une créance. Mais on ne va pas l'inscrire dans les créances commerciales, on va aller chercher les autres créances sur le plan comptable. Ou bien d'une manière générale, on va avoir des créances à l'actif qui augmentent. Mais là, vous voyez bien que si on n'enregistre que cette opération, on va avoir un cadre qui n'est pas équilibré. On devrait avoir exactement la même somme ici et ici, ou bien la même variation. Et à votre avis, c'est quoi le compte qui va équilibrer ce mouvement? Ce qui va équilibrer ce mouvement, c'est simplement notre compte bancaire, puisqu'on accorde un prêt, donc l'argent part de notre compte bancaire vers l'ouvrier. On va avoir ici une diminution de notre compte bancaire. Donc vous avez une augmentation et une diminution. Donc, la variation, ça s'annule. On va avoir la même chose ici et ici. En fait, c'est comme le paiement d'un client, mais ici, c'est à l'envers. L'argent part de notre compte bancaire vers la créance de quelqu'un. Voilà l'image globale des mouvements qu'il faut bien garder à l'esprit avant d'aller étudier les schémas en T. C'est bien ce qu'on va faire pour la suite de ces cours. On va voir maintenant comment ça fonctionne les schémas en T sous cette forme. À gauche, on a débit et à droite, on a la colonne de crédit. Et tous les comptes se représentent sous cette forme-là, que ce soit les comptes d'actifs, les comptes de passifs, de charges ou de produits. Maintenant, il faut bien retenir que l'actif, ça augmente au débit et le passif, ça augmente au crédit. Par rapport aux charges et produits, en fait, les charges, ça évolue de la même manière que les comptes d'actifs, c'est-à-dire ça augmente au débit et les produits, ça augmente au crédit. Et donc, vous imaginez bien que l'autre côté de chaque compte, c'est les diminutions. Si vous voulez savoir une explication de ces mouvements, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, vous pouvez aller la voir. Et si vous ne comprenez toujours pas, vous pouvez me le signaler dans le commentaire, j'essaierai de vous expliquer ça différemment. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est de vous entraîner un petit peu à maîtriser en fait l'enregistrement comptable sous cette forme en partie double. Et pour cela, on va prendre plusieurs exemples et on va voir de quelle manière on va comptabiliser chaque exemple. Si je prends l'achat d'une camionnette par exemple à 50 000 €. À la suite de cette opération, on va avoir deux mouvements. On va d'abord avoir l'augmentation de notre patrimoine à l'actif et plus précisément sur le compte matériel roulant. Je vais supprimer ces mouvements pour le moment. Et donc là, à la suite de cette opération, on va augmenter le compte actif de 50 000 €. Mais en même temps, on va avoir une augmentation de dette fournisseur parce que cette somme-là, on doit la payer au fournisseur qui est un compte passif. On va l'augmenter de la même somme.
50 000 euros. Alors ici, je laisse ce cadre de bilan et compte de résultats pour que vous puissiez suivre et apprendre facilement. J'aurais pu inscrire ces comptes hors ces cadres de la manière suivante. Matériel roulant augmente de 50 000 et fournisseur de 50 000. Mais dans ce cas, vous allez faire un effort supplémentaire pour savoir que ce compte, ça augmente au crédit parce que c'est un compte passif. Et celui-là, c'est un compte actif, c'est pour ça qu'on l'a augmenté au débit. Et donc, pour vous épargner un petit peu cet effort et pour que cette réflexion soit spontanée, je laisse ces cadres de cette manière. Je prends une autre opération, emprunt de 25 000 euros sur 5 ans auprès d'un établissement financier. Dans ce cas, on parle d'une dette, donc c'est une nouvelle ressource pour l'entreprise. On doit l'avoir au passif ici. La dette va augmenter au passif. Mais il faut savoir quel compte on va utiliser. Déjà, on voit ici que la dette, c'est sur 5 ans, donc on est dans les dettes à long terme. Je peux mettre ici dette à long terme qui augmente de 25 000, mais dans le plan comptable, je ne sais pas lequel vous utilisez, vous pouvez être plus précis et choisir établissement de crédit par exemple. Maintenant, on doit chercher l'autre mouvement qui va équilibrer en fait cet enregistrement. Et ce qui va équilibrer cet enregistrement, c'est l'augmentation au niveau de notre compte bancaire puisque cette dette va être versée sur le compte bancaire de la société. Donc, on va avoir une augmentation au débit du compte banque qui est un compte actif. Je prends cette opération. Achat de marchandises pour une valeur de 1 000 euros. L'achat de marchandises, comme vous le savez maintenant, c'est une charge, donc on va augmenter les charges au niveau du compte achat de marchandises. Et puisque les charges augmentent au débit, on va mettre 1 000 euros ici. Et en même temps, ce qui va augmenter de l'autre côté, c'est les dettes au passif et plus précisément au niveau du compte fournisseur, puisqu'on reçoit une facture du fournisseur. Et cette augmentation, on va l'inscrire au crédit, puisque les comptes du passif augmentent au crédit. En fait, si vous avez ce schéma en tête, c'est simple de savoir où ça augmente et où ça diminue. Les augmentations, ça s'effectue à l'extrême ici. Ce qui fait que les comptes de passifs et de produits, ça augmente au crédit, et les comptes d'actifs, ça augmente au débit. Et le reste, bien sûr, c'est des diminutions. Voilà pour cette opération d'achat de marchandises qui est une opération typique en comptabilité. Il faut savoir l'enregistrer. On augmente les charges de 1 000 euros et on augmente fournisseur de 1 000 euros également. Ici, je n'aborde pas encore la TVA pour ne pas compliquer la compréhension et l'avancement de l'apprentissage, mais on va le faire plus tard, une fois que vous maîtrisez bien ces mouvements. On va voir cette opération. Paiement d'une facture de 1 000 euros par la banque. Quand on paye une facture, on réduit notre dette au passif ici. Et pour cela, on va utiliser le compte fournisseur, puisque c'est le fournisseur qui nous envoie cette facture, donc on a une dette envers lui. On le réduit de 1 000 euros. Et puisque c'est un compte passif, la réduction ou bien la diminution, ça se passe au débit. Et de l'autre côté, ce qui va faire l'équilibre avec ce mouvement, eh bien, c'est le compte bancaire, puisque l'argent va se diminuer aussi de notre compte bancaire, puisqu'on paye par la banque. Et là aussi, il faut faire attention, la diminution d'un compte actif, ça se passe au crédit. Et donc là, on est en équilibre parce que ce qu'on inscrit au crédit est égal à ce qu'on inscrit au débit. Donc là, vous avez débit, là, vous avez crédit. Il faut savoir que cet équilibre entre débit et crédit doit se réaliser pour chaque opération enregistrée. On passe à cette opération, vente de marchandises pour une valeur de 150 euros. Les ventes de marchandises, ça s'enregistre dans les produits. On a une augmentation de produits ici, sur le compte vente de marchandises, d'une valeur de 150. Et si on fait que cette opération, on n'est pas en équilibre. On a inscrit ici 150 au crédit, on doit chercher un autre enregistrement qui va faire l'équilibre avec ça. Et pour savoir ce compte qui doit faire l'équilibre, eh bien, on va se demander à qui on va vendre les marchandises. On va les vendre aux clients. Et par conséquent, on a ici une augmentation de créances clients à l'actif. On va enregistrer donc une augmentation de 150 euros au débit du compte client à l'actif. Et avec ça, ce qu'on enregistre au débit, c'est 150 et ce qu'on enregistre au crédit, c'est 150. Ce qui fait l'équilibre pour cette opération. Un client règle une facture de 150 euros. Pour cette opération, on va utiliser uniquement les comptes d'actifs. On va avoir une diminution du compte client
Et en même temps, notre compte bancaire va augmenter de la même somme puisque l'argent va être viré sur le compte bancaire. On va donc avoir 150 euros au crédit du compte client et 150 euros au débit du compte banque. Le premier, c'est une diminution et le deuxième, une augmentation. Je vais ajouter cette dernière opération. Imaginez par exemple qu'on effectue un transfert de 150 euros de la banque à la caisse. Dans ce cas, notre banque va diminuer et ce qui va augmenter, c'est le compte caisse qui est un compte actif également. Pour la diminution, ça se passe au crédit puisque c'est un compte actif. Donc la banque va diminuer de 150 euros au crédit et la caisse va augmenter de la même somme. Et puisque c'est un compte actif, on va l'augmenter au débit. Et de cette manière, on va avoir 150 euros inscrits au crédit et 150 euros inscrits au débit d'un autre compte. Ce qui fait bien l'équilibre pour cette opération. Dans ce cours, je vais vous présenter le livre journal en comptabilité. Le livre journal se présente de la manière suivante. Le livre journal comporte 6 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la première colonne, on met les numéros des opérations. Et dans la deuxième et troisième colonne, on met les numéros des comptes. Dans cette colonne, on met les numéros des comptes à débiter. Et dans cette colonne, on met les numéros à créditer. Et puis cette quatrième colonne est très importante. C'est là où on va avoir notre enregistrement comptable de chaque opération. L'enregistrement comptable proprement parlé, ça se passe ici au milieu. Là, on met la date et là, on met le libellé. Et dans le livre journal, on commence toujours par les comptes à débiter. Et puis, on met la lettre A, c'est important. Et puis après A, on met le compte à créditer. Dans cette colonne, on met les montants à débiter. Et dans celle-là, on a les montants à crédité. Pour bien enregistrer les opérations dans un livre journal, il faut se concentrer sur cette partie-là. Par exemple, dans cette opération, vous avez banque à client. Et cela signifie quoi? Cela signifie qu'on va débiter la banque, donc là on a débit, et on va créditer les créances clients. Donc là on a crédit. Et c'est bien ce que vous mettez dans les colonnes ici. Là, on a la somme débitée au niveau de la banque et là, on a la somme créditée au niveau du client. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ça, en fait, le fait de débiter la banque et de créditer client? Alors, la banque, c'est un compte actif. Et quand on débite un compte actif, on l'augmente. Donc là, cela signifie qu'on va recevoir l'argent à la banque. Et pareil pour client, en fait, créance client est un compte actif. Et le fait de le créditer, cela signifie que ça diminue. Et ça signifie quoi, client, ici? En fait, ça signifie toutes les factures qui ne sont pas encore réglées par les clients. Et une fois un client paye sa facture, ça diminue. Les créances clients diminuent. On va voir par exemple les autres opérations enregistrées dans ce document. Vous avez ici fournisseur à banque. Alors là, tout de suite, on va comprendre que ici, la banque va être créditée et c'est l'inverse de la première opération ici où la banque augmente. En fait, on reçoit l'argent à la banque. Là, dans cette deuxième opération, on va réduire notre compte bancaire, c'est-à-dire qu'on va payer le fournisseur ici. Et ce compte fournisseur, ça signifie quoi exactement pour notre comptabilité? Ça signifie la dette que l'entreprise a envers les fournisseurs. En d'autres termes, c'est les différentes factures qui ne sont pas encore payées aux fournisseurs. Et c'est un compte passif. Donc, ça augmente au crédit et ça diminue au débit. Et là, on a commencé avec ce compte-là, c'est parce qu'on l'enregistre au débit. Ça diminue. La dette fournisseur diminue dans ce cas. Donc, les deux colonnes que vous avez ici, ça représente la somme payée par la banque au fournisseur. Donc ça, c'est notre dette qui diminue, dette fournisseur. Et là, c'est notre somme qui diminue dans notre banque. On va voir d'autres opérations. Si je prends cette opération-là, vous avez mobilier à fournisseur. Dans cette opération, on débite le compte mobilier. C'est que l'entreprise a acheté du mobilier au fournisseur. Mobilier, c'est un compte actif. Et le fait de le débiter ici signifie que la valeur du mobilier de l'entreprise augmente. Et en même temps, au passif, on a plus de dettes fournisseurs ici, puisqu'on crédite le compte fournisseur. Je prends une autre opération, par exemple celle-là. Vous avez banque à client. En fait, cela signifie que notre banque augmente
puisque c'est un compte actif, le fait de le débiter, ça signifie que ça augmente. Et pareil pour client, c'est un compte actif, le fait de le créditer, ça signifie que ça diminue. C'est-à-dire que les créances clients diminuent. En d'autres termes, ce qu'on a dans cette opération, c'est le paiement du client à notre banque de sa facture. On prend une autre opération, celle-là par exemple, fournisseur à caisse. Cela signifie en fait que la dette fournisseur diminue et la caisse diminue aussi. Et en d'autres termes, on paye le fournisseur par la caisse. On paye une facture du fournisseur par la caisse. La caisse, c'est un compte actif, ça diminue au crédit, c'est pour ça qu'on l'a mis ici après A. Et fournisseur, c'est un compte passif, ça augmente au crédit. Mais dans ce cas, ça diminue puisqu'on commence par fournisseur, c'est-à-dire on le débite. Allez, je passe à cette dernière opération effectuée dans ce document. Vous avez mobilier à fournisseur. Dans ce cas, on a acheté du mobilier et notre dette fournisseur augmente en même temps au passif. Donc là, on a crédit et là, on a débit. Le fait de débiter un compte actif, ça signifie que ça augmente. Et le fait de créditer un compte passif, ça signifie que la dette augmente. Voilà comment ça fonctionne, le livre-journal. Et si j'ai pris un exemple au hasard pour vous expliquer un peu le fonctionnement en général du livre-journal, mais bientôt on va faire des exercices là-dessus pour mieux maîtriser l'enregistrement comptable dans un livre-journal. Comme j'ai fait avec les comptes en T, on va faire quelques exercices sur le livre-journal pour mieux le maîtriser et pour mieux savoir comment enregistrer les opérations dans ce document. Pour cela, je vais prendre un document vierge, donc je vais supprimer toutes ces données-là. Voilà, je vais prendre cette première opération, le 2 janvier. Achat d'une armoire de bureau à 632 € payable fin de mois, facture numéro 33. Vous pouvez participer à ces exercices en mettant à l'arrêt à chaque fois la vidéo et penser à la manière d'encoder chaque opération. Et à la fin de cet exercice, vous pouvez partager en commentaire le nombre de bonnes réponses que vous avez eues. Je reviens à cette opération. On peut commencer par la partie la plus simple, la partie administrative, à savoir mettre la date ici et mettre le libellé ici. La date de cette facture, c'est le 2 janvier, donc on met ici 2 janvier. Pour le libellé, en fait, il s'agit de référencer cette opération. Et la meilleure information pour cela, c'est le numéro de la facture. Parce qu'on peut aller chercher le numéro de la facture pour savoir de quoi il s'agit. On peut mettre donc ici facture numéro 33, mais la partie la plus importante, c'est celle que je vais encoder ici au milieu. Et dans ce cadre, il ne faut absolument pas faire d'erreur. Et pour compléter cette partie-là, il faut analyser l'opération et savoir de quoi il s'agit et quel mouvement en fait cette opération produit en comptabilité. Dans cette opération, on a l'achat d'une armoire de bureau. Ici, on parle d'un mobilier. Donc, on va avoir la valeur du mobilier qui augmente à l'actif et l'augmentation d'un actif, ça s'effectue au débit. Et donc, on va commencer ici à débiter le compte mobilier. Donc, vous avez mobilier à débiter de 632. On retourne à la ligne et on va mettre la lettre A. C'est important. Et après cette lettre A, en fait, ce qu'on va noter, c'est les comptes à créditer. Pour savoir ce compte, on va se demander de qui on reçoit cette facture. On la reçoit du fournisseur. Et la facture n'est pas encore payée, donc ça reste une dette envers le fournisseur. On met donc ici un fournisseur. Ce compte de fournisseur est un compte passif, ça augmente au crédit. Donc on va l'augmenter ici de la même somme, c'est 132. Et voilà pour cette opération est bien enregistrée. On met d'abord le compte à débiter, mobilier, 632. On retourne à la ligne, on met la lettre A. Et puis après cette lettre, on met tous les comptes à créditer. Ici, il n'y en a qu'un seul, on met fournisseur crédit 632. Donc je rappelle, cette partie-là est importante en fait pour enregistrer une opération correctement. On passe à cette deuxième opération le 5 janvier, achat d'une camionnette à 1500 € avec un délai de paiement de 2 mois. Pour la partie administrative, on peut mettre la date ici, 5 janvier. Et dans le libellé, on peut mettre le numéro de la facture. On va supposer par exemple c'est une facture qui porte le numéro 20.
On peut mettre ici 20. Et puis il reste maintenant à compléter cette partie-là qui est la partie la plus importante. Ici, on a l'achat d'une camionnette. La camionnette, c'est un actif. Et plus précisément, un actif immobilisé au niveau matériel roulant. Donc, à la suite de cette opération, on va avoir matériel roulant qui va être augmenté, matériel roulant, de 1500. On retourne à la ligne, on va mettre la lettre A. Et puis, on va chercher l'autre compte qui va être crédité et qui fera l'équilibre avec ce 1500 euros. Et ce compte, bien sûr, c'est celui du fournisseur, puisqu'on a ici un délai de paiement et donc ça reste une dette envers le fournisseur. On va avoir donc ici fournisseur qui augmente au crédit de 1500. Vous avez ici un compte actif qui augmente au débit de 1500 et là, vous avez un compte passif qui augmente au crédit de 1500 également. Le 7 janvier, paiement de l'armoire 632 euros par la banque. On a un extrait numéro 002. La même chose ici, on commence par la date de 7 janvier. Au niveau du libellé, on peut mettre l'extrait numéro 002. Et maintenant, il faut chercher quoi encoder ici. On paye une facture par la banque. Donc déjà, vous pouvez penser à la diminution de la banque. Et la banque, c'est un compte actif. Donc, la diminution, ça se passe au crédit. Donc, on va avoir ici, après la lettre A, la banque, qui va diminuer de 632 au crédit. Et maintenant, il faut chercher quel compte à débiter ici. Quand on paye une facture, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on réduit la dette envers le fournisseur. Et fournisseur est un compte passif, donc la diminution d'un compte passif, ça se passe au débit. Donc ici, on va mettre fournisseur 632 au débit. J'espère que vous captez maintenant comment ça fonctionne, ce livre-journal. Vous aurez toujours pour chaque enregistrement la séparation entre deux comptes, ou bien deux types de comptes. Les comptes à débiter d'abord au début, et puis on va mettre la lettre A, et on place les comptes à créditer. Et dans cette colonne, on met d'abord les comptes à débiter et ici, on met les montants à créditer. Je passe à cette opération. Le 10 janvier, achat de marchandises pour une valeur de 100 euros. Délai de paiement 2 mois. Facture numéro 44. 10 janvier ici. Facture numéro 44 ici. L'achat de marchandises, c'est une charge et les charges, ça augmente au débit. Donc, on va commencer ici par achat de marchandises qu'on va augmenter au débit de 100 euros. Toujours la lettre A. Et l'autre compte qui va varier, c'est le fournisseur. La dette fournisseur augmente au crédit de la même somme, 100 euros. Et voilà, vous avez au débit 100 euros, achat de marchandises, c'est une charge. A. Le compte à créditer, c'est la dette fournisseur qui augmente au crédit de 100 euros également. Voilà, j'espère que vous captez la logique et que vous avez jusqu'à l'instant des bonnes réponses. Le 13 janvier, vente de marchandises pour une valeur de 150 euros. Facture numéro 13. Là, ce qui se passe dans cette opération, c'est qu'un client nous achète des marchandises. Donc, les créances clients vont augmenter. Et puisque c'est un compte actif, l'augmentation, ça se passe au débit. On va mettre d'abord client, 150 au débit, A. Maintenant, il faut chercher quel compte va être crédité. Eh bien, ici, c'est clair, c'est vente de marchandises. En fait, c'est un produit et les produits augmentent au crédit. On met ici donc vente de marchandises. 150 au crédit. On peut mettre également ici la date 13 janvier et dans le libellé, on a facture numéro 13. Et voilà, notre opération est correctement enregistrée. Je vous donne une dernière opération. Le 14 janvier, un client règle la facture numéro 17 de 50 euros. Ici, on a la date de 14 janvier. Ici, on peut mettre facture numéro 17. Un client règle sa facture, c'est-à-dire que les créances clients vont diminuer. Et puisque le compte client est un compte actif, la diminution, ça se passe au crédit. Donc notre client, on va le mettre après A, ici, client. On va le créditer de la somme de 50 euros ici. Et le compte qui va être débité, c'est le compte banque. La banque va augmenter et la banque, c'est un compte actif. L'augmentation, ça se passe au débit. Ici, on va mettre alors banque 50 euros au débit.
Et voilà, l'opération est bien enregistrée. La banque augmente au débit, c'est un compte actif de 50 euros. Et client qui est un compte actif également se diminue de 50 euros au crédit. Voilà comment ça fonctionne, l'enregistrement dans le livre journal. J'espère que ça devient clair pour vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire en précisant ce qui n'est pas encore clair. Je vais vous présenter maintenant ouverture des comptes et clôture des comptes, ou bien l'opération de solder les comptes. Imaginez par exemple que vous avez ce bilan initial au 31 janvier. L'ouverture des comptes consiste à écrire sous cette forme tous les comptes que vous avez ici au bilan initial. Si je prends l'exemple de capital, là j'ai débit, là j'ai crédit. Il faut faire attention à une seule chose, c'est que les comptes du passif, en fait, on les inscrit ici au crédit. Là, par exemple, pour le capital, qui est de l'ordre de 41 180,38, à l'ouverture des comptes, j'inscris cette somme du capital ici au crédit. 41 180,38. Et pour indiquer cette opération comme ouverture des comptes, je mets un petit zéro ici entre parenthèses. Et ce que je viens de faire ici pour le capital, à l'ouverture des comptes, je dois le faire à tous les autres comptes du passif. Et pour les comptes de l'actif, je fais la même chose, à part que la somme indiquée au bilan, je dois l'inscrire ici au débit. Si je prends machine par exemple, à l'ouverture des comptes, je dois inscrire cette somme de 13 543,67 ici au débit du compte machine. 13 543,67. Et pareil, pour indiquer qu'il s'agit bien de l'ouverture des comptes, je mets 0 entre parenthèses ici. Ce que je viens de faire ici pour machine, je dois le faire pour tous les autres comptes qui sont inscrits au bilan initial. Mais je ne vais pas le faire ici car l'objectif c'est juste de vous expliquer le principe. Et donc cette opération de l'ouverture des comptes, c'est la première chose à faire après le bilan initial au début de l'année. Si vous avez bien compris ce principe de l'ouverture des comptes, maintenant je vais vous expliquer ce que ça veut dire solder un compte. En fait, la clôture des comptes, ou bien l'opération de solder un compte, c'est l'inverse de l'ouverture des comptes. Et cette opération s'effectue à la fin de l'exercice comptable. Si je prends par exemple fournisseur, et si j'ai débit-crédit, à l'ouverture des comptes, on a 4234,56 qui s'inscrit au crédit. On peut mettre un petit zéro pour indiquer que c'est l'ouverture des comptes. Et imaginons que pendant l'année, en fait, on a inscrit plusieurs opérations dans le compte fournisseur. Par exemple, on a acheté des marchandises à 2300 euros. Opération 1, on a payé une facture de 1000 euros. Opération 2, on a acheté un mobilier à 5000 euros. Opération 3, on a payé la moitié de cette facture, par exemple. Opération 4. Et voilà, on va supposer que pendant l'année, on a effectué que ces opérations pour fournisseurs. Maintenant, ce qui reste à faire à la fin de l'année, c'est de solder ce compte, c'est-à-dire savoir combien on a au juste au crédit. Il faut savoir que quand on inscrit en fait des opérations ici, c'est qu'on réduit la dette fournisseur de 1000 euros pour l'opération 2 et 2500 pour l'opération 4. Par contre, quand on inscrit un chiffre ici, ça signifie que notre dette envers le fournisseur a augmenté de 4234,56 pour l'ouverture des comptes. C'est-à-dire que cette somme, on la doit toujours à des fournisseurs. Et puis à l'opération 1, on augmente notre dette envers les fournisseurs. L'opération 3, pareil. Et le fait de solder un compte, c'est de savoir combien je dois au juste aux fournisseurs. Donc ce que je dois faire, c'est que je fais le total de tout ça, tout ce que je dois aux fournisseurs, et le total de ce que j'ai déjà réglé aux fournisseurs. Et cela va me donner le solde en fait qui reste encore à payer aux fournisseurs. Si je calcule le total au crédit, on va trouver 11 534,56. Je fais pareil au débit, on a 3500. Donc cette somme-là moins cette somme-là, ça donne 8034,56. Et il s'agit d'un solde créditeur. Et c'est quoi un solde créditeur? Ça veut dire qu'on a au crédit ici un total supérieur au total de débit. Et on ajoute ici ce solde au débit pour équilibrer en fait ce total avec ce total ici.
Si vous calculez ça plus ça va vous donner la même chose que ce total ici. Ce que je viens de faire ici pour le compte fournisseur, je dois le faire pour tous les autres comptes passifs et actifs. Et cette opération s'appelle clôture des comptes ou bien solder les comptes et ça s'effectue à la fin de l'année ou bien la fin de l'exercice comptable. Je vais vous donner maintenant un exemple où le solde est débiteur. Si je prends par exemple le compte caisse, à l'ouverture des comptes, on a ici 1234,43, on met 0 entre parenthèses. Ça signifie quoi avoir au débit du compte caisse 1234,43? Ça veut dire qu'en caisse, on a cette somme-là. Maintenant, on va supposer qu'on paye par la caisse une facture d'un fournisseur. On va supposer que cette facture est de l'ordre de 2000 ou bien 234,43 pour simplifier. Donc cette somme sort de la caisse, on va la noter au crédit, 234,43, opération 1. On va supposer que pendant l'année, on n'a effectué que cette opération-là, et à la fin de l'année, on va solder ce compte de caisse, et pour faire ça, on va faire total débit moins total crédit. Et on va ajouter le résultat là où ça va faire l'équilibre entre total débit et total crédit. C'est-à-dire ici au crédit, on va mettre 1000 euros. C'est la différence entre ça et ça. Et on va indiquer entre parenthèses solde débiteur cette fois-ci. Pourquoi c'est un solde débiteur? Parce qu'on a au débit plus que ce qu'on a au crédit. Et ce solde, on l'ajoute à la colonne crédit pour faire l'équivalence ici. C'est ça le fait de solder les comptes, c'est de rendre en fait ces deux colonnes égales. Je vais répondre à une question très importante en comptabilité et c'était l'une des questions qui m'a été posée en commentaire. Venant de Veigle Vert, on comprend bien que tout compte augmente et diminue, ça c'est clair et logique, mais c'est quoi au débit et au crédit? Merci. J'avais promis de faire une vidéo, eh bien on va le faire tout de suite. En fait, c'est une question très importante parce que la notion de débit et crédit, on la trouve un peu partout en comptabilité. Et si on n'arrive pas à comprendre ce que c'est, ou bien au moins lui donner un sens logique, on serait un peu embêté dans l'avancement de l'apprentissage. On trouve ces termes dans les schémas en T, débit, crédit. Dans le livre journal, on a colonne débit, colonne crédit, et là on a un compte à débiter, un compte à créditer, là les numéros des comptes. Au niveau de la balance, on a également ce terme partout. Dans la plupart des explications que vous allez rencontrer sur Internet, débit ça correspond au flux entrant en entreprise et crédit ça correspond au flux sortant. Et on va vous donner un exemple que quand on achète des marchandises au fournisseur, l'argent va sortir vers le fournisseur, donc on crédite le compte fournisseur. Et quand on vend des marchandises à un client, l'argent va rentrer, donc on débite le compte client. Eh bien, c'est une explication qui n'est pas correcte. Il faut faire attention à ce genre d'explication parce que ça va vous donner des confusions quand vous allez enregistrer d'autres opérations que ces deux opérations-là. Et même ces deux opérations, en fait, quand on inscrit ici au crédit d'un fournisseur, ça ne signifie pas que l'argent sorte de l'entreprise, mais bien au contraire, ça signifie qu'on doit de l'argent au fournisseur, c'est-à-dire que l'argent reste dans l'entreprise et quand l'argent va sortir au fournisseur, on va débiter le compte fournisseur. Et pareil pour client, le fait de débiter client, ça ne signifie pas que l'argent rentre à l'entreprise, mais bien au contraire, ça signifie que l'argent reste chez le client comme une créance et quand le client transfère l'argent à l'entreprise, on doit surtout inscrire ça au crédit. Donc il faut faire attention à ce genre d'explication. En fait, il faut comprendre qu'en comptabilité, il y a beaucoup de choses au travers de l'histoire qui sont fixées par convention. Quand par exemple, le fait que débit soit à gauche et crédit soit à droite. On peut très bien inverser ici crédit et c'est débit et la logique resterait valable. Mais par convention, on met débit à gauche et crédit à droite. Au départ, historiquement, en fait, on notait juste des flux qui rentrent à l'entreprise et des flux qui sortent de l'entreprise. Et on note ça avec un plus et un moins. Mais avec l'évolution de la comptabilité à partie double, on ne peut pas considérer débit comme un flux qui rentre à l'entreprise et crédit un flux qui sort de l'entreprise parce que pour chaque opération enregistrée, on va débiter un compte et créditer un autre compte. Et on ne peut pas interpréter ça comme un flux qui rentre et qui sort en même temps. Ça n'a pas de sens. Si on prend le sens du terme débit historiquement,
on va trouver que ça vient du latin et ça peut renvoyer au sens de devoir, doit, dû, ce qui est dû. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que possède l'entreprise le doit à quelqu'un d'autre. Ou bien c'est grâce à quelqu'un d'autre que l'entreprise possède ce qu'elle possède. Il faut donc bien saisir que l'entreprise, c'est une personne morale indépendante des associés. En d'autres termes, l'existence de l'entreprise et son développement le doit à ces personnes indépendantes, à savoir les associés, les fournisseurs, la banque, etc. Le fait que l'entreprise, comme personne morale indépendante, possède des biens qu'elle gère pour son développement, le doit à des personnes indépendantes auxquelles l'entreprise doit donner une reconnaissance, un crédit, d'où la notion de créditer les comptes au passif. Car tout ce qui est au passif, ça représente des ressources qui viennent des personnes indépendantes externes à l'entreprise. Si on prend un exemple de bilan comptable, tout cet argent-là qu'on a ici au passif, ça représente des ressources financières qui appartiennent à des personnes indépendantes. Le capital appartient aux associés, la dette de 10 000 euros, ça appartient aux établissements de crédit, et tout ce que l'entreprise a acheté avec cet argent-là, en fait, ça vient de ses associés et établissements de crédit. C'est pour ça que les comptes de passifs, ça augmente au crédit, et les comptes d'actifs, ça augmente au débit. Et on peut comprendre cette notion de débit par la valeur de tout ce que l'entreprise possède à l'actif. Si par exemple l'entreprise achète un nouveau matériel, on doit l'augmenter ici au débit. Et en même temps, on doit créditer un compte au passif qui permet d'avoir droit sur ce bien. Donc en résumé, on peut dire qu'un compte actif augmente au débit et un compte passif augmente au crédit. Et à l'inverse, de l'autre côté, ça représente des diminutions. Et donc le sens de débit et crédit, ça prend un sens différent en fonction du compte utilisé. Le débit pour un compte actif, ça représente l'augmentation de la valeur à l'actif. Et un crédit, ça représente une diminution de la valeur de l'actif. Et au passif, la notion de crédit, ça représente une augmentation de dette pour l'entreprise. Et le débit pour un compte passif, ça représente une diminution de dette ou bien de ressources pour l'entreprise. Et si on veut donner un même sens à la notion de débit au passif et à l'actif, on peut dire par exemple que la diminution de la dette, ça représente un enrichissement pour l'entreprise et l'augmentation de débit à l'actif, ça représente également un enrichissement pour l'entreprise. Et la notion de crédit, ça peut présenter un appauvrissement de l'entreprise dans les deux côtés du bilan. Avoir plus de dettes, ça peut s'interpréter par un appauvrissement et avoir moins de valeur à l'actif, ça peut présenter un appauvrissement également. Je vous présente cette fois-ci la balance en comptabilité. Ce document est composé de 6 colonnes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la première colonne, on met les numéros du plan comptable. Dans la deuxième colonne, on a l'intitulé des comptes. Dans ces deux colonnes, on a le total débit et le total crédit de chaque compte. Et dans ces deux dernières colonnes, on a le solde, que ce soit débiteur ici ou bien créditeur dans la dernière colonne. Maintenant, on va voir comment on peut compléter cette balance. Et pour cela, on va prendre un exemple particulier. On va dire la banque, par exemple. On va le présenter sous cette forme. On a toujours à gauche débit et à droite crédit. Durant toute l'année, on va encoder des rentrées d'argent ici et des sorties d'argent de l'autre côté. On va imaginer, par exemple, qu'à l'ouverture des comptes, on a un solde débiteur de 2 000 euros. Et puis, on va dire la première opération qu'on effectue avec la banque, c'est le paiement d'une facture de l'ordre de 500 euros, par exemple. On va mettre opération une entre parenthèses. Et puis, on va supposer par exemple qu'un client paye une facture de 1500. Donc, cet argent rentre à la banque, ça fait augmenter le compte banque au débit. On va noter ici opération 2. On va supposer par exemple que l'entreprise rembourse une dette de 1000 euros. On va noter opération 3. Pour simplifier, on va se limiter à ces 3 opérations et on va supposer que l'entreprise n'a effectué que ces 3 opérations pendant l'année. En ce qui concerne les mouvements de la banque. À la fin de l'année, l'entreprise va clôturer les comptes et on va le faire pour la banque pour savoir notre solde qui reste à la banque après avoir effectué toutes ces opérations. Et pour calculer le solde pour ce compte banque, on calcule d'abord le total débit et le total crédit. Au total débit, on a 2000 plus 1500, ça fait donc 3500. Et au total crédit, on a 500 plus 1000, ça fait 1500. Vous voyez ici qu'on a plus au débit
qu'au crédit. Ce qui va faire qu'on va obtenir un solde débiteur pour la banque. Et en comptabilité, un solde débiteur pour l'entreprise, ça signifie que la banque, ou bien le compte bancaire de l'entreprise, est positif. Comment on fait pour calculer le solde? Eh bien, on fait simplement la différence entre total débit et total crédit. 3500 moins 1500, ça fait 2000 euros. Donc, on ajoute ici 2000 au crédit et on met entre parenthèses solde débiteur, SD. Maintenant, une fois qu'on arrive à clôturer tous les comptes de cette manière, on peut facilement compléter notre balance ici. On va le faire pour cet exemple du compte banque, mais il faut savoir que c'est la même procédure pour les autres comptes également. Alors, le compte banque, c'est à la classe 5 du plan comptable. C'est 550 dans le plan comptable belge. Il faut savoir qu'au niveau de la balance, on commence par la classe 1, 2, 3 et ainsi de suite jusqu'à la classe 7 qui est la classe des produits. Donc là, on va avoir le compte banque. On met ce total débit ici, 3500. Et ce total crédit, on le met ici, 1500. Et dans ce cas, on a un solde débiteur, donc on met le solde débiteur ici. Il faut comprendre que ces deux colonnes, soit on est dans un solde débiteur ou bien un solde créditeur, et pas les deux à la fois comme dans ce cas ici. On va mettre notre solde ici, 2000 euros. Et voilà, de cette manière, ce compte est bien complété dans la balance et on peut faire pareil pour les autres comptes. En commençant dans l'ordre par la classe 1 jusqu'à la classe 7 du plan comptable. J'efface tout ça. Maintenant, une question se pose quand on a un bénéfice à reporter ou bien une perte à reporter. Comment ça se comptabilise dans la balance? Pour calculer le bénéfice ou bien le résultat de l'entreprise, on fait la classe 7, les comptes de la classe 7. On a le total ici, moins le total de la classe 6, qui sont des charges. Si on a plus de produits que de charges, alors on réalise un bénéfice. Dans le cas où les charges sont supérieures aux produits, alors dans ce cas, on parle d'une perte. Et pour comptabiliser un bénéfice, il faut créditer le compte bénéfice à reporter, qui est un compte de charge. On va donc noter ici la somme du bénéfice. On va avoir dans ce cas la même chose ici comme solde débiteur. Et pour faire l'équilibre avec cette opération, on va créditer le compte du passif bénéfice reporté. Et on va avoir un solde créditeur ici. Et dans le cas d'une perte, on va créditer le compte perte à reporter qui est un compte de la classe 7, c'est-à-dire un compte de produit. On met la somme de la perte ici au crédit et un solde créditeur de la même somme ici. Et en même temps, pour faire l'équilibre, on va débiter le compte perte reportée qui est un compte passif en mettant la même somme ici au débit. Et pareil, on va avoir un solde débiteur de la même somme. La notion d'un exercice comptable n'a rien à voir avec un exercice en comptabilité. Quand on parle de l'exercice comptable, on parle d'une certaine période, généralement une année, durant laquelle l'entreprise enregistre l'ensemble de ses opérations économiques. Donc, un exercice comptable, ça commence par l'ouverture des comptes jusqu'à la clôture des comptes. Ici, on a notre bilan initial et là, on a notre bilan final. Et donc, de cette date-là jusqu'à cette date, on parle d'un exercice comptable qui dure principalement un an. Les entreprises ont le droit de choisir une date de début de leur exercice comptable et la date de la fin de l'exercice comptable. Et les documents comptables que je vous avais présentés sont complétés dans cet ordre-là. Vous avez le livre journal d'abord, puis le grand livre, et à la fin, on a la balance. La plupart des entreprises font correspondre le début d'un exercice comptable au début d'une année civile, c'est-à-dire le 1er janvier de chaque année. Et donc, la clôture des comptes et l'inventaire, ça se passe avant le 31 décembre de chaque année. Mais les entreprises sont libres de choisir leur date de début et de fin de leur exercice comptable. Maintenant, je vous propose de faire un exercice en comptabilité qui va parcourir toutes ces étapes depuis le début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on va avoir un bilan initial, on va effectuer l'ouverture des comptes, on va enregistrer des opérations dans le livre journal, dans le grand livre et dans la balance. Et enfin, on va clôturer les comptes et on va établir notre bilan final. Et ça, c'est ce que je vais préparer tout de suite. On va faire maintenant un exercice qui va parcourir toutes ces étapes.
on va partir d'un bilan initial, puis l'ouverture des comptes, enregistrer quelques opérations dans le livre-journal, puis le grand livre et à la fin la balance. Et puis la dernière étape d'un exercice comptable, c'est la clôture des comptes et le bilan final. On va prendre un exemple de bilan initial, actif-passif. On va mettre dans ce bilan, par exemple, le capital de 20 000 euros. On va supposer que les chiffres sont en milliers. On va mettre, par exemple, une dette fournisseur de 3 000 euros, mobilier 10 000, client 2 000 euros et banque 11 000 euros. Au total actif, on a 23 et au total passif, on a 23 également. Alors, avant de commencer par l'ouverture des comptes, j'aimerais bien en fait citer quelques opérations que l'entreprise effectue pendant l'année par exemple. Le 3 janvier, achat de marchandises, 4 000 euros, facture numéro 1. Le 4 février, vente de marchandises, 5 000 euros, facture numéro 3. Peut-être que j'aurai une question par rapport au numéro de facture qui passe de 1 à 3 directement sans passer par 2. Alors cette facture-là est numérotée par le fournisseur. C'est une facture qu'on reçoit du fournisseur. Mais cette facture-là, c'est notre facture qu'on envoie à un client. Donc forcément, ces numéros n'ont rien à voir avec ces numéros. Enfin, peu importe, c'est un détail. Alors pour rester simple et comprendre un petit peu ce cheminement des opérations depuis le bilan initial qu'on a ici jusqu'au bilan final ici à la fin de l'année. On va se limiter à ces deux opérations seulement. Et on va voir de quelle manière en fait l'entreprise va effectuer toutes ces opérations: bilan initial, ouverture des comptes, journal, grand livre, balance, clôture et bilan final. Là, on commence tout de suite par l'ouverture des comptes. Et on va faire d'abord cette ouverture des comptes dans le livre-journal et puis dans le grand livre. Je vais commencer donc par l'ouverture des comptes. On prend ce livre-journal. Pour l'ouverture des comptes, on commence d'abord par les comptes à débiter. Et les comptes à débiter, c'est les comptes qui augmentent au débit. C'est les comptes du bilan ici. On suppose que cette opération est effectuée le 1er janvier. Donc, on a mobilier 10 000 euros, client 2 000 euros, banque 11 000 euros. Et puis, on met la lettre A. On va mettre donc capital 20 000 euros, fournisseur 3 000 euros. Et pour le libellé, on peut mettre ouverture des comptes. On peut enchaîner avec les deux opérations enregistrées. Vous avez d'abord achat de marchandises le 3 janvier et vous avez vente de marchandises le 4 février. On a acheté des marchandises à 4 000 euros. L'achat de marchandises, c'est une charge. Donc, on a une augmentation au débit du compte achat de marchandises. Et on a de l'autre côté, au passif, une augmentation des dettes fournisseurs de la même somme, 4 000 euros. Et les comptes de passif, ça augmente au crédit. Donc, l'opération qu'on va enregistrer, c'est achat de marchandises à fournisseur. On a 4 000 ici et 4 000 ici. Pour la date, c'est le 3 janvier. On met ici 3 janvier. Et pour le libellé, on peut mettre facture numéro 1. Voilà pour la première opération. On va voir maintenant la deuxième opération, comment on peut l'enregistrer dans le livre journal. Le 4 janvier, on a vente de marchandises, 5 000 euros, facture numéro 3. Pour enregistrer cette opération dans le livre journal, on doit savoir quel mouvement cette opération génère en comptabilité. On va avoir deux choses. On va avoir l'augmentation des créances clients au débit du compte client et on va avoir l'augmentation des ventes de marchandises. C'est un produit. L'augmentation, ça s'effectue au crédit. On peut écrire donc dans le livre journal client à vente de marchandises. 5 000 ici, 5 000 ici. Et voilà, mon livre journal est bien complété pour l'année. Si on suppose que l'entreprise n'a effectué que ces deux opérations. J'ai oublié d'ajouter ici la date de 4 février. Et le libellé, on peut mettre le numéro de la facture 3. Tout ce qu'on vient de faire ici, c'est l'enregistrement dans ce qu'on appelle le livre journal. On va voir maintenant comment on peut enregistrer ces opérations dans le grand livre ici. En fait, dans le grand livre, c'est bien ce qu'on enregistre dans les schémas en T de cette manière. Et pour ça, on doit ouvrir autant de schémas en T de cette manière qu'il y en a de comptes au bilan. Mobilier, débit, crédit. Client, débit, crédit, banque, débit, crédit, capital, débit, crédit, fournisseur, débit, crédit.
Et puis les comptes d'actifs vont être débités de la même somme que ce qui figure au bilan. Ici on a 10, ici on a 2, ici on a 11. Et on peut indiquer ces opérations comme l'ouverture des comptes en mettant un 0 entre parenthèses. Pour les comptes de passifs, c'est l'inverse. On met les sommes que vous avez au bilan au niveau crédit. Ici on a 20, ici on a 3. Pareil, on met 0 entre parenthèses. Et puis la première opération, on a acheté des marchandises, on les a augmentées au débit de 4 000 euros et on a crédité le compte fournisseur de 4 000 euros. Donc on va avoir 4 000 euros au compte fournisseur qui augmente au crédit, opération 1, et on va ouvrir un compte achat de marchandises qu'on va augmenter au débit de 4 000 euros également. On met ici 4 000 opération 1. Maintenant, l'opération 2, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vendu des marchandises. Donc, on a augmenté vente de marchandises de 5 000 euros et on a augmenté les créances clients de 5 000 euros au débit également. Donc là, notre client va s'augmenter de 5 000 euros opération 2 et on va ouvrir le compte vente de marchandises qu'on va augmenter de 5 000 euros au crédit également. Et voilà, notre enregistrement au grand livre est terminé. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de clôturer ces comptes et établir la balance. Pour solder les comptes, c'est très simple. On va ajouter simplement ce qui va faire l'équilibre entre total débit et total crédit. Et si ce qu'on ajoute est au crédit, alors c'est un solde débiteur. À l'inverse, si on ajoute une somme au débit pour équilibrer débit-crédit, eh bien c'est un solde créditeur dans ce cas. On va compléter la balance sur base de ce qu'on vient de faire jusqu'à l'instant. On commence par le compte capital. On a au capital 20 000 euros au crédit, un solde créditeur de 20 000 euros. Et puis on va mettre mobilier et non pas fournisseur parce que mobilier c'est dans la classe 2 et capital dans la classe 1. 10 000 euros au débit et solde débiteur de 10 000 euros. Et puis on va avoir client. Au niveau client, on a un total débit de 2 plus 5, ça fait 7. Donc on note ici et solde débiteur 7. Après on va avoir fournisseur. On va vérifier un peu au niveau fournisseur ce qu'on a au total débit et total crédit. Au total crédit, il y a 3 plus 4, ça fait 7 et au débit, il n'y a rien. On met donc ici total crédit pour fournisseur 7 et solde créditeur 7. Là, on a fournisseur. Et là, on a client. Là, c'est mobilier. Et là, au début, on a capital. Ce qui reste, c'est le compte banque. C'est dans la classe 5. Là, on est à la classe 4, 4. On va vérifier ce qu'on a fait avec le compte banque. Il n'y a pas de mouvement au niveau de la banque. On n'a que 11 000 euros qui étaient là au départ et qui restent toujours là. Donc, on a un solde de 11 000 également. Donc, la banque, on va mettre 11 000 au débit et solde débiteur de 11 000 aussi. Et puis l'entreprise a effectué un achat de marchandises, 4 000 euros au débit, solde débiteur 4 000 euros. Et au niveau des produits, on a vente de marchandises, 5 000 euros au crédit, solde créditeur 5 000 euros. Si on fait le total de chaque colonne, on ne va pas avoir un équilibre entre total débit, total crédit et total solde débiteur, total solde créditeur. Ce qui va faire l'équilibre dans cette balance, c'est bien le calcul du bénéfice ou bien de la perte de la société. Dans ce cas précis, on a acheté des marchandises à 4 000, on les a vendues à 5 000. Donc l'entreprise fait un bénéfice de 1 000 euros. C'est la différence entre 5 et 4. Donc on va ajouter ici à la classe 6, bénéfice à reporter. Et on va augmenter ce compte qui est un compte de charge de 1 000 euros ici. On va avoir donc un solde débiteur de 1 000 euros. Et au même temps, on va ajouter ici à côté du capital bénéfice reporté. On va augmenter ce compte qui est un compte de passif. Ça augmente au crédit. Donc c'est une ressource nouvelle pour l'entreprise de 1 000 euros qu'on va enregistrer au crédit du compte bénéfice reporté. Ce qui fait un solde créditeur de 1 000 euros ici. Maintenant, on va calculer le total de chaque colonne et on va voir si notre balance est équilibrée ou pas. Si ce n'est pas le cas, alors on a effectué des erreurs dans l'enregistrement des opérations. Là, on a 28. Là aussi, on a 28, ce qui est bon. Là aussi, on a 28. Et là aussi, on a 28. 5 ici, 5 ici, 5, 5.
Et là, on va avoir 33 partout. Et voilà, notre balance est bien équilibrée, ce qui fait que les opérations sont correctement enregistrées. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est le bilan final. Et pour établir le bilan final, on aurait besoin simplement de cette colonne-là et cette colonne, mais uniquement les comptes du bilan ici. Donc, on va avoir un bilan final de la manière suivante. Vous avez au capital toujours 20 000, bénéfices reportés 1000, fournisseurs 7000, et à l'actif, on a toujours notre mobilier à 10 000, clients 7000 et banque 11 000. Total actif 28 000 et total passif 28 000 également. Voilà globalement d'une manière simplifiée l'enregistrement en comptabilité des opérations depuis le début de l'année jusqu'à la fin. On va voir maintenant comment ça fonctionne la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Je vais vous expliquer les notions de TVA à payer et TVA à récupérer, mais aussi le fait que la TVA n'est pas une charge pour l'entreprise et elle n'est pas un produit non plus. Je vais vous présenter ça de cette manière. On va dessiner notre entreprise au centre et puis un fournisseur à qui l'entreprise achète des marchandises et un client à qui l'entreprise va vendre des marchandises. Je vais descendre un peu ça pour faire un peu d'espace et on a ici l'État. Je ne sais pas comment représenter l'État, je vais mettre simplement un cercle comme ça. On va supposer par exemple que l'entreprise achète du fournisseur ce paquet-là. Et pour ça, elle a payé en fait 100 € hors TVA plus 21% de TVA, c'est-à-dire 21 € de plus. Donc ces 21 €, c'est la TVA payée par l'entreprise en achetant ce paquet. Et puis l'entreprise va vendre ce paquet à un client en fait pour, on va dire, le double de 100 €. Elle va recevoir donc 200 € du client hors TVA plus 21% de TVA, ce qui fait 42 €. On va mettre ici 42. Maintenant, on va nommer ces deux types de TVA pour l'entreprise. Cette TVA que l'entreprise paye en achetant des marchandises, ça s'appelle TVA à récupérer. Bien sûr, pour l'entreprise. Et cette TVA que l'entreprise reçoit du client, c'est une TVA à payer dans la comptabilité de l'entreprise. Pour le fournisseur, cette TVA-là, c'est une TVA à payer, c'est-à-dire à l'État. Donc, c'est une somme d'argent que le fournisseur doit transférer à l'État. Mais cette même somme d'argent, en fait, pour l'entreprise, c'est une TVA à récupérer de l'État. Donc, l'État doit transférer cette somme à l'entreprise. À l'inverse, cette TVA reçue du client, c'est une TVA à payer à l'État. Donc ça, c'est dans les caisses de l'État. Et donc, au final, ce que l'État reçoit comme TVA, c'est uniquement ce que le client final a payé en achetant ce paquet. C'est pour ça qu'on dit que la TVA est neutre pour l'entreprise, car ça ne constitue pour l'entreprise ni charge ni produit. Car la TVA que l'entreprise a payée en achetant le paquet l'a récupérée de l'État. Et la TVA reçue du client en vendant le paquet, l'entreprise la transfère, cette TVA, à l'État. Et donc, dans ce sens, l'entreprise n'est qu'un intermédiaire qui va transférer la TVA dans les caisses de l'État. Maintenant, on va voir comment on peut comptabiliser cette TVA. Si cette TVA n'est pas une charge et elle n'est pas non plus un produit pour l'entreprise, alors on va la comptabiliser soit comme créance envers l'État ou bien une dette envers l'État. Cette TVA que l'entreprise a récupérée de l'État, c'est une TVA à récupérer et c'est une créance. Donc, on doit l'avoir à l'actif du bilan. Et cette TVA que l'entreprise paye à l'État, c'est une TVA à payer et donc c'est une dette envers l'État. On la trouve donc au passif du bilan. On va recommencer ces opérations pour voir comment on peut comptabiliser ces deux types de TVA. On va mettre ici. Alors ça appartient à l'entreprise. On va mettre ici. On va voir comment l'entreprise va enregistrer l'achat de marchandises et vente de marchandises avec la TVA. La première opération, c'est l'achat de ce paquet par l'entreprise à 100 € plus 21% de TVA. Dans ce cas, on va avoir une augmentation de charge au niveau achat de marchandises, 100 €. Cette TVA-là que l'entreprise a payée, c'est une créance. L'entreprise va la récupérer de l'État. Donc, on va augmenter le compte TVA à récupérer au débit de 21 €.
car c'est un compte actif et l'augmentation d'un compte actif se passe au débit. Et ce qui va faire l'équilibre avec tout ça, c'est le compte fournisseur qui va s'augmenter de 121 € au crédit puisque c'est un compte passif. Ici, on a déjà représenté le transfert de l'argent, mais on suppose que c'est une dette envers le fournisseur qui va être payé plus tard. On laisse quand même cet argent ici. Voilà comment on enregistre une TVA à récupérer en comptabilité. Maintenant, on va voir la TVA à payer. La TVA à payer va intervenir quand l'entreprise va vendre des marchandises aux clients. On suppose ici que ce paquet est vendu 200 € hors TVA plus 42 € de TVA. Dans ce cas, on a l'augmentation de vente de marchandises. C'est un produit, ça augmente au crédit. On va mettre le prix hors TVA ici. Et puis, on a l'augmentation de la dette envers l'État parce que cette TVA que le client va payer à l'entreprise doit la transférer dans les caisses de l'État. Donc, on va avoir une augmentation ici de 42 € au crédit du compte TVA à payer, qui est un compte passif. Et en même temps, ce qui va faire l'équilibre entre tout ça, c'est le compte client qui va payer toute cette somme-là à l'entreprise. On va avoir donc l'augmentation du compte client de 242 €. On inscrit ça au débit parce que c'est un compte actif et l'augmentation d'un compte actif se passe au débit. Pour s'entraîner à mieux maîtriser l'enregistrement des opérations comptables, aussi bien dans le livre journal que dans le grand livre, je vais faire avec vous plusieurs exercices. Je commence par celui-là par exemple. On a ici une entreprise commerciale appelée Yann SPRL. Cette entreprise a effectué plusieurs opérations. Il y en a 5 ici. On va simplement les enregistrer dans le livre journal et dans les comptes en T. On va se concentrer sur chacune de ces opérations. Pour ça, on va garder en fait que ce qui nous intéresse pour chaque opération. Je vais commencer par la première. On va voir donc comment on peut enregistrer cette opération dans le livre journal et puis dans le grand livre. Dans le livre journal, avec les 2 colonnes débit-crédit, on va avoir banque à capital. C'est-à-dire qu'on débite la banque de 35 000 et on crédite le capital de la même somme. Et dans les schémas en T sous cette forme, vous avez banque débit-crédit, capital débit-crédit. On va débiter la banque de 35 000 et on crédite le capital de 35 000. Et cela signifie qu'à la création de cette entreprise, le capital constitué de 35 000 € représente une augmentation de ressources au passif du bilan et l'augmentation du compte bancaire de 35 000 € également à l'actif. Et ces deux façons d'enregistrer les opérations, ça revient exactement au même. Sauf que dans le livre journal, on inscrit des opérations au fur et à mesure, au jour le jour, dès leur réalisation. Et dans le grand livre, on rassemble ces enregistrements pour chaque compte séparément. Mais au final, dans les deux modes d'enregistrement, on va avoir la même chose ici et ici. Sauf que la manière d'écrire les choses est différente. On va passer maintenant à la deuxième opération. On reçoit ici une facture d'un fournisseur X pour la fourniture de plusieurs choses. Vous avez un comptoir, rayonnage, caisse enregistreuse et tous ces achats vont être réglés par une lettre de change. Mais c'est quoi une lettre de change ? Le principe de lettre de change est très simple. En fait, c'est un moyen de paiement entre un client et un fournisseur. Le client, c'est un acheteur. Le fournisseur, c'est un vendeur. Alors, quel échange on peut illustrer entre ces deux individus ? Le fournisseur envoie des marchandises au client. Donc, on a ici des biens et services et le client doit régler sa facture au fournisseur. Donc là, on a le paiement, on va l'illustrer par un signe euro. Et dans le cadre professionnel, on peut avoir plusieurs modes de paiement. Et parmi ces modes de paiement, c'est la lettre de change. Alors, c'est quoi exactement la lettre de change ? C'est un document que le fournisseur envoie au client, appelé lettre de change. Dans ce document, le fournisseur va inviter le client à régler sa facture à une date future bien précise dans le document. Et pour que ce moyen de paiement prenne effet, il faut que le client signe en fait la lettre de change pour acceptation. Une fois le client signe cette lettre de change pour acceptation, le paiement va s'effectuer automatiquement à la date prévue. Dans ce document, le fournisseur est appelé tireur et le client
tirer. Si vous voulez vous rappeler de ces termes, un tireur, c'est celui qui tire en fait l'argent du client. Et un tiré, c'est celui à qui on tire de l'argent. Ça, c'est la signification globale de la lettre de change. Maintenant, on va voir comment on peut la comptabiliser. Pour l'entreprise, tout ce matériel acheté, en fait, ça constitue de l'installation machine et outillage en général. À la suite de cette opération, on va avoir deux choses. Vous avez l'augmentation de l'installation machine et outillage au débit et en même temps, on va avoir l'augmentation de la dette fournisseur au crédit de la même somme, 73 000. Dans cette opération, la lettre de change n'est pas encore acceptée par le client, c'est-à-dire l'entreprise Yann SPRL. Donc, on va augmenter la dette fournisseur au crédit. Et une fois la lettre de change acceptée, on va enregistrer une autre opération. C'est ce qu'on va voir dans l'opération 3. Et au livre journal, on va inscrire installation machine et outillage à fournisseur. L'installation machine et outillage va être débitée de 73 000 et fournisseur crédité de 73 000. On passe à l'opération 3. L'entreprise Yann SPRL accepte la lettre de change. Ce qui va se passer pour l'enregistrement de cette opération, c'est qu'on va transférer la dette de fournisseur à effet à payer. Donc, on réduit le compte fournisseur de 73 000 et en même temps, on augmente cette dette au niveau effet à payer. Avant, il y avait ici 73 000. C'est comme si ce 73 000, ça s'annule au niveau dette fournisseur et on active cette dette ici au niveau de la lettre de change sur le terme effet à payer. Dans le livre journal, l'opération qu'il faut enregistrer, c'est fournisseur à effet à payer. Fournisseur est débité de 73 000 et effet à payer est crédité de 73 000. On passe à l'autre opération, opération 4. Ici, on reçoit une facture d'un fournisseur pour l'achat d'un fauteuil et d'une armoire. La somme de cet achat est 1622. Alors, le fauteuil et l'armoire se comptabilisent dans le mobilier de l'entreprise. Il faut bien distinguer entre l'installation machine et outillage et mobilier. L'installation machine et outillage, c'est quelque chose qui est nécessaire pour la réalisation de l'objectif de l'entreprise. Alors qu'une armoire, les fauteuils, etc., ne sont pas indispensables pour l'exercice de l'activité de l'entreprise. Donc, on les comptabilise comme mobilier. Donc, cette opération va s'enregistrer de la manière suivante, mobilier à fournisseur. On débite le compte mobilier et on crédite le compte fournisseur. Et dans les comptes en T, on va avoir l'augmentation du mobilier au débit et l'augmentation du fournisseur au crédit. De la manière suivante. Je passe maintenant à la dernière opération qui est le paiement de la facture du fournisseur par la banque. Pour cette opération, on va avoir une dette fournisseur qui diminue au débit et dans le même temps, on va avoir la réduction du compte bancaire de la même somme. Et puisque c'est un compte actif, cette diminution s'enregistre au crédit. Et dans le grand livre, on va avoir les opérations suivantes. Vous avez fournisseur qui augmente au débit de 1622 et la banque au crédit de 1622. Et cela s'interprète par la diminution de la dette fournisseur et la diminution du compte bancaire de la même somme. Toujours dans le cadre de la comptabilité, pour bien s'habituer avec l'utilisation des comptes en T ainsi que le livre journal, on va faire aujourd'hui un exercice qui consiste à enregistrer plusieurs opérations de l'entreprise, aussi bien dans le livre journal que dans les comptes en T. Je commence tout de suite par cette première opération. Le 3 janvier, l'entreprise La Joie verse 350 000 € sur un compte bancaire ouvert au nom de la société. Extrait numéro 01. En fait, à la création de l'entreprise, on doit verser une somme d'argent sur un compte bancaire ouvert au nom de la société. Et cela se traduit par l'augmentation des ressources financières de l'entreprise au passif représenté par le capital, mais aussi une augmentation à l'actif du compte bancaire de la même somme. Ici, au passif, on va avoir l'augmentation du capital et à l'actif, on va avoir l'augmentation du compte bancaire de la même somme. Mais de quelle manière on va écrire ça dans le livre journal et dans les comptes en T? On va utiliser en même temps les deux comptes, la banque et le capital. Au capital, on va avoir une augmentation de 350 000 € au crédit et à la banque, on va avoir une augmentation au débit de la même somme. Je vous rappelle que les comptes d'actifs, ça augmente au débit,
et les comptes de passifs, ça augmente au crédit. Je noterai à chaque fois les comptes de passifs à droite et les comptes d'actifs à gauche. Comme ça, vous savez que le côté extrême de chaque compte, ça représente des augmentations. Je passe à la deuxième question, ou bien la deuxième opération plutôt. Le 8 janvier, facture numéro 45 reçue du fournisseur Véro pour l'achat d'un immeuble au prix de 85 000. La première chose à faire avant d'enregistrer l'opération, c'est de détecter les mouvements que cette opération génère en comptabilité. L'achat d'un immeuble va faire augmenter notre actif, et plus précisément au niveau du compte terrain bâti. Et en même temps, la facture de 85 000 euros, ça va faire augmenter les dettes au passif, et plus précisément au niveau du compte fournisseur. Cette opération va s'enregistrer donc de la manière suivante. Vous avez terrain bâti qui va augmenter de 85 000 au débit puisque c'est un compte actif. Et en même temps, vous avez le compte fournisseur qui va augmenter de la même somme au crédit, c'est-à-dire de 85 000. Et dans le livre journal, on va avoir l'écriture suivante, terrain bâti à fournisseur. On met 85 000 dans la première colonne pour terrain bâti et 85 000 dans la colonne de crédit pour fournisseur. La première colonne, c'est toujours la colonne de débit et la deuxième, la colonne de crédit. On passe à l'opération suivante. Le 12 janvier, facture numéro 32 reçue du fournisseur Wi-Fi pour l'achat d'un comptoir et des rayonnages au prix total de 8 000 euros. Pour enregistrer cette opération, on doit utiliser deux comptes, l'installation machine et outillage et fournisseur. On va avoir au débit de l'installation machine et outillage 8 000 euros et au crédit du fournisseur 8 000 euros aussi. Et dans le livre journal, on va passer cette opération installation machine et outillage à fournisseur. 8 000 au débit pour l'installation machine et outillage et dans la deuxième colonne de crédit 8 000 pour fournisseur. Je passe à l'opération d'après. Le 13 janvier, facture numéro 169 reçue du fournisseur Kobi pour la fourniture de mobilier de bureau au prix de 2 000 euros. Pour cette opération, on va utiliser deux comptes, mobilier et fournisseur. Le mobilier va s'augmenter de 2 000 euros au débit et le fournisseur pareil au crédit. Et dans le livre journal, on va passer l'opération suivante, mobilier à fournisseur. 2 000 euros dans la première colonne au débit pour mobilier et 2 000 euros dans la deuxième colonne comme crédit pour fournisseur. Je passe à l'opération suivante. Le 20 janvier, facture numéro 105 reçue du fournisseur Mimo pour l'achat des marchandises au prix total de 25 000. Pour cette opération, on va avoir une augmentation de charges au niveau achat de marchandises et une augmentation de dette fournisseur au passif. Donc, on met 25 000 euros ici au débit de achat de marchandises et 25 000 euros ici au crédit du compte fournisseur. Et au livre journal, c'est simple, on commence par le compte à débiter, c'est achat de marchandises, à fournisseur qu'on va écrire ici. Je passe à l'opération suivante. Le 3 février, facture numéro 1 envoyée au client d'Euro pour la vente de marchandises au prix total de 7 000 euros. Dans cette situation, on va utiliser deux comptes. Vous avez les créances clients qui vont augmenter et vous avez la vente de marchandises qui constitue un produit pour l'entreprise qui va augmenter également. Et les comptes de produits, ça augmente au crédit exactement comme les comptes de passifs. Donc on met ici 7 000 au crédit. Et le compte client, ça augmente au débit car c'est un compte actif. Donc on met ici 7 000 au débit. Je passe à l'opération d'après. Alors ce 57, c'est une erreur. Le 6 février, facture numéro 52 reçue du fournisseur L'Euro pour l'achat d'un camion de livraison au prix de 88 000 euros. L'achat d'un camion pour l'entreprise, c'est du matériel roulant, qu'on va augmenter donc de la valeur de 28 000 euros au débit, car c'est un compte actif. Et en même temps, on va augmenter les dettes fournisseurs de 28 000 euros au crédit. Pour le livre journal, on commence par matériel roulant à fournisseur. Je passe à l'opération suivante. Le 7 février, paiement par la banque de la facture numéro 45 du fournisseur Véro reçue le 8 janvier, extrait numéro 02. Alors là, on va chercher la facture Véro dans les comptes d'avant. Voilà.
Donc là, on a notre fournisseur Vero. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc l'entreprise paye cette facture-là de 85 000 euros. On retourne à notre opération. Ce qui va se passer ici, c'est que notre dette fournisseur va diminuer de la somme de 85 000 euros. Et ce qui va faire l'équilibre avec ça, c'est la diminution du compte bancaire de la même somme, 85 000 euros au crédit. Et dans ce cas, pour écrire cette opération dans le livre journal, il faut faire attention. On commence toujours par le compte à débiter, c'est-à-dire fournisseur. Dans ce cas, on peut écrire ça de la manière suivante, fournisseur à banque. Pour fournisseur, on va noter 85 000 au débit, c'est la première colonne. Et pour la banque, on va noter la même chose dans la deuxième colonne. Je passe à l'opération d'après. Le 8 février, facture numéro 87 reçue de AXA pour l'assurance du camion. 1000 euros. L'assurance, c'est une charge, ça représente des services et biens divers qu'on va augmenter au débit de 1000 euros et en même temps, on va augmenter le compte fournisseur de la même somme, 1000 euros au crédit. Et dans le livre journal, on commence par services et biens divers à fournisseur. Je passe à l'opération suivante. Le 9 février, paiement par la banque de l'assurance du camion, 1000 euros. Extrait numéro 03. Dans ce cas, on réduit notre dette fournisseur de 1000 euros qu'on va inscrire au débit du compte fournisseur et on réduit en même temps notre compte bancaire de 1000 euros aussi, qu'on note au crédit du compte banque. Dans le livre journal, on a banque à fournisseur. Je passe à l'opération d'après. Le 10 février, facture numéro 2 envoyée au client Zaki pour vente de marchandises au prix de 10 000 euros. Pour enregistrer cette opération, on a deux mouvements. L'un se passe au niveau du compte vente de marchandises et l'autre au niveau des créances clients. Donc, dans ce cas, on augmente vente de marchandises de 10 000 euros au crédit et on augmente les créances clients de la même somme au débit. Pour le livre journal, on met client à vente de marchandises. L'opération d'après, le 13 février, le client d'Euro règle sa facture numéro 1 par virement bancaire. Alors, on remonte pour chercher notre client d'Euro. Il est là. C'est une facture de 7 000 euros. On retourne à notre opération. Dans cette opération, on va réduire nos créances clients de 7 000 euros et on augmente notre compte bancaire de la même somme, 7 000 euros. Dans le livre journal, on commence d'abord par banque à client.